Les cow-boys ont ri en voyant le garçon pauvre essayer de dompter le cheval le plus violent de la vente. Mais quand l'animal a baissé la tête devant lui, personne n'a compris pourquoi. Dans le petit village de Saint-Rémy-de-Provence, aux abords sauvages de la Camargue, Antoine Lemaire s'éveilla au chant des premiers oiseaux. Les rayons de l'aube filtraient à travers les planches disjointes du vieux cellier abandonné qui lui servait d'abri cette semaine. 15 ans, le corps maigre mais nerveux, il rassembla en silence ses maigres possessions, un violon usé, hérité de son grand-père, et un médaillon d'argent terni qui avait appartenu à sa mère. 3 années s'étaient écoulées depuis l'incendie qui avait dévoré sa famille et leur roulotte. 3 années à survivre comme une ombre, dormant dans des granges ou des écuries, là où il trouvait quelques heures de travail contre un abri temporaire. Antoine passa ses doigts sur le médaillon, seul vestige tangible de son passé, avant de le glisser sous sa chemise élimée. Le soleil montait déjà quand il traversa la place du marché, son violon soigneusement enveloppé dans un linge râpé. Il sentit les regards s'appesantir sur lui tandis qu'il longeait les étals de fruits. « Surveille ton portefeuille », murmura une commerçante à sa voisine, suffisamment fort pour qu'il l'entende. Voleur comme tous les gitans. Antoine baissa les yeux et pressa le pas, le visage impassible. Ces murmures l'accompagnaient depuis si longtemps qu'il faisait presque partie du bruit ambiant, comme le chant des cigales en été. Ce n'était pas de la résignation, plutôt une armure qu'il avait forgée jour après jour. À la sortie du village, il prit le chemin des écuries Moreau, où il avait parfois quelques heures de travail. Le vieux Moreau ne payait guère, mais il fermait les yeux quand Antoine dormait dans la grange et ne posait jamais de questions sur son passé. « Te voilà, gamin !» grogna Moreau en le voyant entrer. « J'ai un nouveau pensionnaire qui fait des siennes. Personne n'arrive à l'approcher pour le panser. Essaie, si tu veux gagner ta journée. » Antoine hocha silencieusement la tête et se dirigea vers le box indiqué. À l'intérieur, un alezan aux yeux méfiants frappait nerveusement le sol de son sabot, les oreilles plaquées en arrière. « Il a été battu », murmura Antoine, remarquant d'anciennes cicatrices sur les flancs de l'animal. « Par qui l'avez-vous eu ?»« Un marchand de Tarascon. Il m'a fait un prix, forcément. » Moreau haussa les épaules. « Il est dressé, mais nerveux comme une puce. » Antoine ne répondit pas. Il s'adossa simplement au mur opposé du box, sortit son violon et commença à jouer doucement une mélodie que sa grand-mère lui avait enseignée. Un air lent, presque mélancolique, qui parlait de plaines infinies et de liberté. Le cheval cessa progressivement de frapper le sol. Ses oreilles se redressèrent, attentives aux notes qui s'élevaient dans la pénombre de l'écurie. Antoine jouait sans regarder l'animal, les yeux mi-clos, se laissant porter par la mélodie. Après quelques minutes, il posa son instrument et commença à fredonner le même air tout en s'approchant lentement, la main tendue, paume vers le haut. Le cheval renâcla, mais ne recula pas. « Je ne suis pas comme eux », murmura Antoine en romani, la langue de ses ancêtres. « Je connais la peur qui court sous ta peau. Je sais ce que c'est d'être traqué. » Ses doigts effleurèrent à peine l'encolure de l'animal, un contact aussi léger qu'une brise. Le cheval tressaillit mais resta immobile, son grand œil sombre fixé sur le garçon. De l'entrée du box, Moreau observait la scène avec étonnement. « Comment diable fais-tu ça, gamin ?» Antoine haussa les épaules. « J'ai appris avec ma grand-mère. Elle disait que les chevaux et les gitans partagent la même âme libre. Il faut parler à leur esprit, pas à leur corps. » Moreau secoua la tête, incrédule, mais impressionné. « Termine son pansage et occupe-toi des 2 autres. Je te donnerai 10 € pour la journée. » Les jours suivants s'écoulèrent dans la même routine. Antoine travaillait aux écuries Moreau le matin, puis proposait ses services aux fermes environnantes l'après-midi. Le soir venu, il s'installait près des écuries et jouait du violon pour lui-même et pour les chevaux qui tendèrent leur tête par-dessus les portes des box, comme s'ils comprenaient la langue universelle de la mélancolie. C'était le début du printemps quand la prestigieuse foire équestre de Saumur arriva dans la région. Des affiches colorées fleurissaient sur les murs du village, promettant des spectacles extraordinaires et la présence des plus grands éleveurs de France. Antoine n'avait pas les moyens d'acheter un billet d'entrée, mais il savait que les grands événements signifiaient toujours des opportunités pour gagner quelques pièces. Ce matin-là, il emprunta un plateau et une cafetière à Madame Leroux, qui tenait la petite épicerie et qui, contrairement à beaucoup,
lui adressait toujours un sourire fatigué. « Vends le café 2 € la tasse aux visiteurs », lui conseilla-t-elle. « Et rapporte-moi la moitié. C'est honnête, non ?» Antoine acquiesça, reconnaissant. Avec son plateau et sa cafetière fumante, il se posta à l'entrée du terrain où se tenait la foire. Les visiteurs affluaient déjà, élégamment vêtus pour la plupart, riches propriétaires, acheteurs potentiels, amateurs d'équitation venus des 4 coins de l'Europe. Il vendait son café depuis près d'1 heure quand il les entendit. Des hennissements furieux, des cris d'hommes, le bruit caractéristique d'un corps lourd frappant contre des barrières en bois. Intrigué, Antoine suivit les sons jusqu'à un enclos isolé, légèrement à l'écart des espaces d'exposition principaux. Un attroupement s'était formé autour de l'enclos. Au centre se tenait un homme corpulent, impeccablement vêtu d'un costume 3 pièces, malgré la chaleur printanière. Monsieur Gustave Beaumont, comme l'indiquait l'écriteau près de l'enclos. L'industriel parisien, connu pour ses écuries de compétition, présentait sa dernière acquisition à un groupe d'acheteurs potentiels. « Messieurs, admirez cette merveille de la nature », déclamait-il avec emphase. « Tempête, un étalon sauvage capturé dans les marais de Camargue, pur, indomptable, pour l'instant. » Dans l'enclos, Antoine aperçut alors la créature la plus magnifique qu'il ait jamais vue. Un étalon noir comme la nuit, à la musculature puissante, à la crinière épaisse et sauvage. Mais ce qui frappa le garçon, ce fut le regard de l'animal, des yeux injectés de rage et de terreur, brillant d'une intelligence farouche. L'étalon se cabrait violemment, tentant d'échapper aux cordes qui le maintenaient. Son corps luisant de sueur portait des cicatrices récentes. Certaines semblaient être des marques de fouet. Ce spécimen extraordinaire sera le nouveau champion du Grand Prix de Paris, poursuivait Beaumont. Bien sûr, il nécessite encore d'être dompté correctement. Il a déjà coûté la vie à 2 palefreniers imprudents, mais cela prouve simplement son esprit exceptionnel. Les acheteurs murmuraient entre eux, mélange d'admiration et d'appréhension. Antoine restait figé, son plateau de café oublié entre ses mains. Il n'avait jamais vu une telle fureur, une telle détresse chez un animal. « C'est un démon, pas un cheval », commenta un palefrenier à côté de lui, relevant sa manche pour montrer une morsure profonde. Monsieur Beaumont devrait l'abattre avant qu'il ne tue quelqu'un d'autre. « Il a été capturé il y a combien de temps ?» demanda Antoine, incapable de détacher son regard de l'étalon noir. « 3 semaines, une vraie boucherie. Il a fallu 10 hommes pour le séparer de son troupeau et le maîtriser. » Le palefrenier cracha par terre. « J'étais là. Jamais vu un cheval se battre comme ça pour sa liberté. » Lorsque midi sonna, la foule se dispersa progressivement vers les stands de restauration. Antoine resta là, observant l'étalon qui continuait de lutter contre ses entraves, comme s'il ne connaissait pas la fatigue. Quand le dernier spectateur s'éloigna, le garçon posa son plateau à terre et s'approcha lentement de l'enclos. Tempête battait toujours les sabots sur le sol, écumant de rage. Antoine s'assit simplement à quelques mètres de la barrière et sortit son violon. Sans préambule, il commença à jouer une ancienne chanson gitane, non pas la mélodie mélancolique qu'il avait jouée à l'écurie Moreau, mais un air plus lent, presque une berceuse. Les notes s'élevèrent doucement dans l'air chaud de midi. Au début, Tempête sembla ne pas les entendre, continuant sa lutte acharnée. Puis, progressivement, ses mouvements devinrent moins frénétiques. Ses oreilles, jusqu'alors plaquées contre son crâne, se redressèrent légèrement, s'orientant vers la source de la musique. Antoine jouait les yeux fermés, laissant ses doigts retrouver les notes que sa grand-mère lui avait apprises. « Cette mélodie, lui avait-elle dit, est plus vieille que les routes que nous suivons. Elle parle de liberté et de vent sauvage. Les chevaux la comprennent car ils portent la même liberté dans leur sang. » Après quelques minutes, les hennissements furieux de l'étalon s'espacèrent. Antoine ouvrit les yeux et vit que Tempête s'était immobilisé. Sa respiration encore rapide mais son regard fixé sur le jeune garçon et son violon. Encouragé, Antoine se leva lentement et s'approcha de la barrière, continuant à jouer. Tempête renacla, mais ne recula pas. « Je sais ce que c'est d'être pourchassé », murmura Antoine entre 2 phrases musicales. « Je sais ce que c'est de perdre tout ce qu'on aime et de ne plus faire confiance à personne. » L'étalon noir fixait maintenant intensément le garçon. Quelque chose d'indéfinissable passa entre eux, comme une reconnaissance,
un écho de solitude répondant à une autre solitude. Antoine ne s'aperçut de la présence de Beaumont que lorsque la voix autoritaire de l'homme retentit derrière lui. « Que crois-tu faire près de mon cheval ?» L'industriel s'avançait à grands pas, flanqué de 2 gardes de sécurité. « Éloigne-toi immédiatement. Cet animal est dangereux et extrêmement précieux. » Le garçon se retourna, son violon toujours en main. Beaumont s'arrêta net lorsqu'il regarda vers l'enclos. Tempête, la terreur de Camargue, se tenait immobile à moins d'1 mètre de la barrière, la tête légèrement baissée, sans aucun signe de la fureur qui l'habitait quelques instants auparavant. Les palefreniers expérimentés observèrent la scène, bouche bée. « Comment as-tu fait ça ?» exigea Beaumont, plissant les yeux en direction d'Antoine. Avant que le garçon puisse répondre, Tempête hennit et recula vivement quand Beaumont s'approcha. L'industriel étudia Antoine avec un intérêt nouveau, calculateur. « Tu travailles avec les chevaux ? Qui est ton maître ?»« Personne, monsieur. Je les comprends. C'est tout. » Beaumont laissa échapper un rire sceptique, mais ses yeux évaluaient déjà les possibilités. « Quel est ton nom, garçon ?»« Antoine Lemaire. »« Un gitan, à l'accent. » Beaumont plissa le nez avec dédain. « Eh bien, Antoine Lemaire, tu pourrais m'être utile. J'ai besoin que cet animal soit prêt pour une exposition dans 6 semaines. Je suis disposé à t'embaucher temporairement. » Les palefreniers échangèrent des regards incrédules. « Monsieur, ce garçon n'est qu'un vagabond. Vous ne pouvez pas lui faire confiance. »« Silence !» coupa Beaumont. « J'ai déjà dépensé une fortune pour ce cheval. Si ce jeune homme peut le calmer, il travaillera pour moi. » Il se tourna vers Antoine. 30 € par jour, logement dans les petites chambres des écuries. Et si tu voles quoi que ce soit, j'appelle la police. Antoine hésita, son regard revenant vers Tempête. L'étalon noir l'observait avec intensité, comme s'il le suppliait de ne pas l'abandonner à nouveau. « J'accepte, monsieur. » Ce soir-là, alors que les palefreniers principaux dormaient, Antoine se glissa silencieusement jusqu'au box de Tempête. Le cheval s'agita en entendant des pas, mais se calma en reconnaissant l'odeur du garçon. Antoine s'assit dans un coin du box, à distance prudente, et commença à réciter doucement un poème de Verlaine qu'il avait appris à l'école avant de l'abandonner. « Les sanglots longs des violons de l'automne », murmurait-il. À la surprise d'Antoine, Tempête s'approcha avec précaution et, pour la première fois, abaissa son museau jusqu'à presque toucher ses doigts tendus. Il n'y eut pas de contact, mais ce geste de confiance naissante représentait quelque chose qu'aucun palefrenier n'avait obtenu en plusieurs semaines. Les sanglots longs des violons de l'automne résonnaient encore dans l'air nocturne, tandis que Tempête fixait Antoine, son museau à quelques centimètres seulement des doigts du garçon. Ce n'était pas encore un contact, mais dans cette proximité fragile, Antoine sentit quelque chose d'extraordinaire. Une première lueur de confiance dans les yeux de l'animal qui avait tué 2 hommes. Le lendemain, bien avant l'aube, Antoine se glissa hors de la petite chambre que Beaumont lui avait assignée. Les écuries étaient de plonger dans un silence profond, interrompu seulement par le souffle régulier des chevaux endormis et le bruissement occasionnel de la paille. Sous son bras, il portait un livre usé qu'il avait gardé de ses brèves années d'école, un recueil de poèmes de Verlaine. Arrivé devant le box de Tempête, il s'installa silencieusement sur un tabouret de bois. L'étalon noir s'éveilla immédiatement, méfiant. Antoine ne fit aucun geste pour s'approcher. Il ouvrit simplement son livre et commença à lire à voix basse, comme s'il se trouvait seul. Le ciel est, par-dessus le toit, si bleu, si calme. Récitait-il doucement, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. De l'autre côté du couloir, le palefrenier principal apparut, les yeux encore gonflés de sommeil. « Qu'est-ce que tu fais, gitan ? Tu donnes un cours de littérature à un cheval ?» ricana-t-il. Antoine ne leva même pas les yeux de son livre. « Les chevaux comprennent plus notre intention que nos paroles, » répondit-il calmement. « Il a besoin de savoir que je ne suis pas là pour le blesser. » « Tous les autres chevaux sont déjà pansés et nourris à cette heure-ci, » rétorqua l'homme en montrant les autres boxes où des palefreniers s'activaient avec brosse, longe et selle. Monsieur Beaumont n'a pas embauché un poète, mais un dresseur. Antoine acquiesça poliment, mais ne changea rien à son approche. Lorsque le palefrenier s'éloigna en marmonnant,
Il reprit sa lecture. Il resta ainsi presque 2 heures, simplement présent. Sa voix douce maintenant un flot constant de mots que Tempête semblait écouter, les oreilles adressées. Plus tard ce matin-là, quand les rayons du soleil commencèrent à filtrer à travers les lucarnes des écuries, Antoine osa s'approcher davantage de la porte du box. À sa surprise, Tempête ne recula pas immédiatement. Le garçon en profita pour observer attentivement les talons. Son dos portait des marques, certaines anciennes, d'autres fraîches. Des cicatrices que seule la violence humaine pouvait infliger. Antoine serra les poings, imaginant la capture de l'animal. Il revoyait presque la scène. Le troupeau sauvage galopant dans les marais de Camargue, la liberté incarnée. Puis les hommes, les cordes, les cris. Tempête séparée brutalement de sa harde, tirée au sol, ses jambes puissantes entravées, sa fureur impuissante pendant le transport forcé jusqu'aux écuries Beaumont. « Ce n'est pas étonnant que tu ne fasses pas confiance aux humains, » murmura Antoine, étudiant les cicatrices. « Moi non plus. Je ne leur ferai pas confiance à leur place. » Le 3e jour, Antoine apporta quelques pommes coupées en morceaux, disposées selon un motif particulier sur une assiette qu'il déposa à l'intérieur du box, sans tenter d'approcher Tempête. Puis il reprit sa place et son livre. « Qu'est-ce que c'est que cette méthode ?» demanda un jeune palefrenier qui l'observait, perplexe. « Le patron veut voir des résultats, pas des pommes disposées comme un mandala. »« C'est ainsi que ma grand-mère procédait, » expliqua Antoine. « Les motifs ont un sens pour eux. Ils reconnaissent l'intention derrière le geste. » Le palefrenier secoua la tête, mais Antoine remarqua qu'il ne se moquait pas. Il y avait plutôt de la curiosité dans son regard. Une semaine passa ainsi. Chaque matin, Antoine arrivait avant tout le monde, lisait à voix basse, disposait des pommes ou des carottes dans le box. L'après-midi, il observait les méthodes des autres palefreniers avec les chevaux normaux, l'utilisation du fouet, des éperons, les cris pour briser la résistance. Il frémissait intérieurement mais gardait son visage impassible. Au matin du 8e jour, alors qu'Antoine lisait tranquillement près du box, la voix tonnante de Beaumont résonna dans les écuries. « Eh bien, où en sommes-nous » L'industriel s'avança à grands pas, élégamment vêtu pour une réunion en ville. Son regard passa d'Antoine assis sur son tabouret à Tempête, qui se tenait calme dans son box, sans aucun équipement de dressage visible. « Tu n'as toujours pas monté l'animal ? Quel genre d'entraînement est-ce » explosa-t-il en découvrant Antoine simplement assis, son livre à la main, pendant que Tempête mangeait paisiblement. « Je paie pour des résultats, pas pour des séances de lecture. » Antoine se leva, les yeux baissés par habitude, mais sa voix resta ferme. « Il a été traumatisé, monsieur. Le forcer ne ferait que blesser quelqu'un à nouveau. Baliverne sentimentale. » Beaumont frappa du poing sur la porte du box, faisant sursauter Tempête qui se cabra brusquement. « J'ai des acheteurs qui attendent et le Grand Prix approche. Je veux voir des progrès réels d'ici 3 jours, ou tu es renvoyé. » L'industriel partit furieux, laissant Antoine inquiet. Ce soir-là, quand il revint au box après son repas solitaire à la cantine des palefreniers, il trouva Tempête agité. Les palefreniers principaux avaient tenté de lui mettre un licou de force pendant l'absence d'Antoine. « Pardonne-leur » chuchota-t-il, gardant une distance prudente de l'animal nerveux. Tous ne savent pas écouter. Le lendemain matin, Antoine apporta un licou simple. Mais au lieu de tenter de l'enfiler à Tempête, il le déposa simplement au sol du box, parmi les pommes. Il voulait que l'étalon s'habitue à sa présence, à son odeur, sans contrainte ni peur. Le jour suivant, il tint le licou dans ses mains pendant qu'il lisait. Et le 3e jour, il l'approcha doucement du museau du cheval, le retirant immédiatement au premier signe d'inconfort. Pendant ce temps, quelque chose d'inattendu se produisait. Les habitants du village, initialement méfiants envers le jeune gitan, commencèrent à observer son travail avec curiosité. Madame Cloutier, une veuve de 60 ans dont le mari avait été un dresseur respecté, apparut un matin avec un petit sac d'herbes médicinales. « Pour les cicatrices du cheval », dit-elle simplement en tendant le sachet à Antoine. « Mon Henri disait toujours que le secret n'est pas de dompter le cheval, mais de gagner son amitié. » Antoine accepta le cadeau avec un sourire timide. « Ce n'est pas un don, madame, c'est du respect. » La vieille femme l'observa un moment,
ses yeux plissés par l'âge mais vifs d'intelligence. C'est exactement ce que Henri aurait dit. « Continue, petit, tu as compris l'essentiel. » D'autres villageois commencèrent à apporter de petits présents, une couverture neuve pour Antoine, des pommes fraîches pour Tempête, même des livres sur les chevaux sauvages de Camargue. Le boulanger, M. Fournier, prit l'habitude de mettre de côté des pains de la veille. « Pour toi et pour le cheval », disait-il avec un clin d'œil. « Les chevaux aiment le pain dur, tu savais ?» Antoine remarqua que, pour la première fois depuis des années, les gens l'appelaient par son prénom au lieu de le gitan ou le garçon vagabond. C'était comme si Tempête guérissait non seulement ses propres blessures, mais aussi la position d'Antoine dans la communauté. Une nuit particulièrement froide, une tempête violente s'abattit sur la région. Les éclairs et le tonnerre terrifiaient les chevaux. Antoine, réveillé en sursaut dans sa petite chambre sous les combles, enfila rapidement ses vêtements et courut vers les écuries. Il trouva Tempête en panique, se jetant contre les parois du box. Sans réfléchir, Antoine entra dans l'espace de l'animal, parlant doucement. « Je suis là. Rien ne va te faire mal. Je suis là. » Pendant des heures, il resta à chanter, à jouer du violon, simplement présent, tandis que l'orage grondait dehors. Épuisé, il finit par s'endormir adossé dans le coin du box. Quand les palefreniers arrivèrent le lendemain matin, ils s'arrêtèrent stupéfaits à l'entrée. Tempête, le cheval qui avait tué 2 hommes, était couché sur le sol du box, et Antoine dormait paisiblement, la tête appuyée contre son flanc. L'énorme animal noir semblait protéger le garçon, relevant la tête alertement quand les hommes s'approchèrent. « Impossible », murmura le palefrenier principal. « Aucun cheval sauvage ne ferait ça. » Mais quand l'un d'eux tenta d'entrer dans le box, Tempête se leva brusquement, se positionnant entre les hommes et le garçon encore endormi. Le palefrenier principal et ses collègues restèrent figés à l'entrée du box, n'osant plus avancer. Tempête, dressé de toute sa hauteur, s'était placé comme un rempart vivant entre Antoine encore endormi et les hommes qui venèrent de les surprendre. L'étalon noir qui avait causé la mort de 2 hommes protégeait maintenant un simple garçon gitan. « Va chercher Monsieur Delorme », chuchota le palefrenier à son jeune assistant. « Il doit voir ça. » L'histoire de cette scène extraordinaire se répandit comme une traînée de poudre dans les écuries, puis dans le village de Saint-Rémy. Dès le lendemain matin, un journaliste de la Gazette de Provence se présentait aux portes des écuries Beaumont, carnet en main et photographe sur les talons. « Nous avons entendu parler d'un phénomène extraordinaire », expliqua-t-il au gardien. « Un jeune garçon qui communique avec un cheval indomptable. Est-il possible de les voir ?» D'autres suivirent, des curieux, des amateurs d'équitation, des éleveurs sceptiques. Tous voulaient voir de leurs propres yeux ce gitan enchanteur dont on commençait à parler. 3 jours plus tard, la Gazette publiait en première page une photographie d'Antoine assis près du box de Tempête, le cheval attentif à quelques pas de lui. « L'enchanteur gitan, le garçon qui parle aux chevaux sauvages », proclamait le titre. Antoine, peu habitué à cette attention soudaine, se sentait mal à l'aise sous ces regards curieux. Mais chaque matin, il poursuivait sa routine avec Tempête, indifférent aux spectateurs qui se massaient désormais régulièrement autour du box. « Comment fais-tu » lui demanda un jour un éleveur venu spécialement de Nîmes. « J'ai un poulain impossible à dresser. J'ai tout essayé. »« Je ne fais rien de spécial », répondit Antoine en haussant les épaules. « Je l'écoute. »« L'écouter, mais il ne parle pas. » Antoine sourit légèrement. « Tout dépend de ce qu'on entend par parler. Les chevaux communiquent sans cesse, mais peu de gens prennent le temps d'apprendre leur langage. » Petit à petit, une transformation subtile s'opérait dans l'attitude des villageois envers Antoine. Chaque matin, en traversant la place du marché pour se rendre aux écuries, il remarquait des changements. Le boulanger, M. Fournier, qui autrefois surveillait attentivement son étal quand Antoine passait, lui tendait maintenant un petit paquet. « Tiens, du pain d'hier pour toi et ton étalon, » dit-il un jour. « Les chevaux aiment le pain dur, tu sais. Mon grand-père en donnait toujours aux siens. » Antoine accepta, surpris. « Merci, monsieur. C'est Antoine, n'est-ce pas? Pas le garçon gitan comme tout le monde t'appelle. Antoine comment déjà? Le maire. Antoine le maire. Eh bien, Antoine le maire, reviens demain. J'aurai des croissants pour toi. » Ce n'était pas seulement le boulanger. La fleuriste lui offrit un jour une pomme
pour ton ami à quatre pattes. Le forgeron s'arrêtait pour lui demander des nouvelles de Tempête. Des enfants le suivaient parfois à distance respectueuse, fascinés par ce garçon qui, disait-on, parlait la langue des chevaux. Pour la première fois depuis l'incendie qui avait dévoré sa famille, Antoine entendait son nom prononcé avec respect, sans méfiance ni dédain. Cette transformation était aussi étonnante que celle de Tempête. Le travail avec l'étalon progressait lentement mais sûrement. Suivant sa méthode graduelle, Antoine avait d'abord laissé le licou au sol pendant plusieurs jours, puis l'avait tenu dans ses mains pendant qu'il lisait, permettant à Tempête de s'habituer à sa vue et à son odeur. Finalement, un matin, alors qu'un petit groupe de spectateurs observait en silence, Antoine tendit doucement le licou vers le museau de Tempête. L'étalon renifla l'objet, ses oreilles oscillant légèrement, signe d'incertitude mais non de peur. Antoine ne força rien. Au premier mouvement de recul de l'animal, il retira le licou et reprit sa lecture. 3 tentatives, 3 retraits patients. À la 4e approche, Tempête resta immobile, autorisant le contact. Un murmure d'admiration parcourut les spectateurs. « Ils ne le dressent pas », chuchota Madame Cloutier à son voisin. « Ils apprennent à se faire confiance. » Jour après jour, Antoine gagnait du terrain. Tempête acceptait maintenant le licou sans résistance. Il permettait au garçon de le toucher brièvement, ses doigts effleurant l'encolure puissante dans des caresses légères comme des plumes. La respiration de l'animal se faisait plus profonde, plus calme en présence d'Antoine. Ses oreilles, autrefois constamment rabattues en signe d'agressivité, demeuraient maintenant détendues, pointant parfois vers l'avant quand le garçon approchait. Un journaliste qui revenait régulièrement demanda à Antoine d'expliquer sa méthode pour un article. « Je ne suis pas en train de le dompter », précisa le jeune homme. « Nous apprenons à nous faire confiance mutuellement. Un cheval ne donne pas sa confiance à ceux qui veulent le soumettre, seulement à ceux qui respectent sa nature. » 2 semaines s'écoulèrent ainsi. Un matin, Antoine osa une nouvelle étape. Il ouvrit la porte du box et, tenant doucement le licou, invita Tempête à le suivre dans le petit paddock attenant aux écuries. Pour la première fois depuis sa capture, l'étalon noir foulait un espace ouvert. Il hésita au seuil du box, humant l'air frais du matin, puis suivit Antoine d'un pas mesuré. C'est ce spectacle extraordinaire que découvrit M. Beaumont à son retour imprévu. L'industriel n'en crut pas ses yeux. Une petite foule s'était rassemblée autour du paddock, où Antoine conduisait Tempête avec un simple licou, sans fouet, sans contrainte, sans la moindre trace de peur chez l'animal. « Remarquable », murmura-t-il, son cerveau d'homme d'affaires évaluant déjà les possibilités financières de cette exhibition. Puis, plus fort, « Jeune homme, viens ici !» Antoine ramena doucement Tempête à son box avant de rejoindre son employeur. Beaumont était accompagné de 3 hommes richement vêtus, des investisseurs potentiels, devina Antoine. « Combien de temps avant de pouvoir lui mettre une selle ?» demanda Beaumont sans préambule. « Je ne sais pas, monsieur », répondit honnêtement Antoine. « C'est lui qui décide du rythme. » Beaumont fronça les sourcils. « La vente aux enchères et l'exposition auront lieu dans 2 semaines. Nous devons montrer qu'il peut être monté. » Antoine sentit un pincement au cœur. « Monsieur, le forcer pourrait détruire toute la confiance que nous avons construite. Ta confiance m'importe peu, garçon. Ce qui m'importe, c'est mon investissement. » Beaumont s'éloigna à grands pas, criant des ordres à ses employés. Ce soir-là, alors qu'Antoine était assis près de l'enclos extérieur, perdu dans ses pensées, une présence le fit sursauter. Une jeune fille d'environ 16 ans, aux longs cheveux châtains et au port élégant, l'observait. « Tu es Antoine, dit-elle. Ce n'était pas une question. « Oui, mademoiselle. Et vous êtes Claire Beaumont. » Elle sourit devant sa surprise. « Oui, la fille du terrible monsieur Beaumont. Est-ce vrai que tu parles avec lui ?» Elle désigna Tempête qui broutait paisiblement à quelques mètres. « Pas exactement. Je l'écoute, c'est tout. » Claire s'approcha de la barrière, observant l'étalon avec curiosité. « Mon père n'écoute jamais personne, pas même moi. » Elle hésita. « Il prévoit de vendre Tempête à l'abattoir s'il ne peut pas l'exhiber comme dompté lors de la vente aux enchères. » Le sang d'Antoine se glaça. « Mais Tempête vaut une fortune. Pourquoi ferait-il cela ?»« L'orgueil, » répondit-elle simplement.
Il ne peut pas admettre avoir investi dans un cheval impossible à dompter. Ce serait une humiliation publique. Cette nuit-là, Antoine ne parvint pas à trouver le sommeil. Les paroles de Claire tournaient dans sa tête, mêlées d'images de tempête emmenées à l'abattoir. Au petit matin, avec une détermination renouvelée, il entama un nouveau type de travail avec les talons. Plus concentré, mais toujours respectueux. Il commença à présenter à Tempête une selle légère, la laissant d'abord au sol du box, puis sur le dos de l'animal pour de courtes périodes. À chaque étape, il attendait que Tempête s'habitue, qu'il accepte de lui-même ce nouvel élément. Pour la surprise de tous, au 10e jour, Tempête permit à Antoine de placer complètement la selle et accepta même le poids du garçon sur son dos pendant quelques minutes, sans éperon, sans mort, uniquement avec un licou simple. Lorsque Beaumont vit cette scène, son visage se transforma, illuminé par une ambition renouvelée. Parfait. Préparons tout pour la vente aux enchères. Ce cheval vaudra maintenant une fortune. Antoine observa le regard calculateur de l'industriel et sentit un nœud se former dans sa gorge. La connexion avec Tempête était devenue quelque chose de profond, presque sacré. L'idée de voir le cheval emmené par un acheteur riche qui reviendrait probablement aux méthodes brutales traditionnelles était simplement insupportable. Le nœud dans la gorge d'Antoine ne fit que se resserrer durant les jours qui suivirent. Chaque heure passée avec Tempête renforçait leur lien, mais rapprochait également le moment de leur séparation. La veille de la grande vente aux enchères arriva, apportant avec elle une agitation frénétique dans les écuries Beaumont. Des ouvriers installaient des décorations dorées autour des boxes, accrochaient des bannières proclamant « Tempête », l'indomptable dompté, et disposaient des tapis rouges le long des allées principales. Des acheteurs fortunés venus de toute l'Europe déambulaient déjà dans les installations, lorgnant les chevaux à vendre avec des regards d'experts. « Magnifique spécimen », commenta un comte autrichien en observant Tempête. On dit qu'il a fallu un talent exceptionnel pour le dresser. En effet, acquiesça son compagnon, j'ai entendu parler de 200 000 € comme mise à prix minimale. Antoine, qui pensait délicatement la crinière de l'étalon, fit semblant de ne pas entendre. Ses doigts s'attardaient sur chaque mèche noire, comme s'il voulait mémoriser la texture exacte du crin soyeux sous sa peau. « Demain, tout va changer », murmura-t-il en français, puis répéta les mêmes mots en romani, la langue de ses ancêtres. « J'aimerais pouvoir t'emmener avec moi. » Tempête tourna légèrement la tête, son œil sombre fixant Antoine avec cette intensité qui semblait toujours percer l'âme du garçon. L'animal avait changé au cours de ces semaines. Sa posture était plus détendue, son regard moins hanté. Mais Antoine pouvait encore voir les cicatrices de sa capture violente, tant physique que psychologique. La journée s'écoula trop vite. Le soir venu, alors que les derniers visiteurs quittaient les écuries, Antoine rangeait méticuleusement les brosses et les étrilles dans la sellerie. C'est alors qu'il entendit la voix de Beaumont provenant du bureau adjacent, dont la porte était entr'ouverte. Le garçon gitan a servi son objectif, mais nous ne pouvons pas le garder dans les parages après la vente, disait l'industriel à son contremaître. Il a créé un lien dangereux avec le cheval. Débarrassez-vous de ses affaires cette nuit et assurez-vous qu'il ne revienne pas. Et pour le paiement final ? Antoine entendit Beaumont rire. Quel paiement ? Nous l'accuserons d'avoir volé des équipements. Personne ne posera de questions. C'est un gitan, après tout. La police le tiendra occupé pendant que nous conclurons la vente. Antoine recula silencieusement, le cœur battant. Il se glissa jusqu'au box de Tempête, l'esprit en ébullition. Sans argent, sans domicile, sans droit, comment pourrait-il lutter contre quelqu'un comme Beaumont ? Il commençait à rassembler ses maigres possessions quand Claire apparut à la porte du box. « Tu as entendu, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, le visage pâle sous la faible lumière des lanternes. « Je suis vraiment désolé, Antoine. Mon père, il ne voit que des chiffres. » Antoine hocha la tête avec résignation. « Ce n'est pas ta faute. Mais peut-être que je peux t'aider, » poursuivit-elle, nerveuse. « J'ai invité quelques journalistes pour la vente demain, pas seulement de la gazette locale, mais du Monde et même une équipe de documentaristes du ministère de la Culture. Ils s'intéressent à la préservation des techniques traditionnelles avec les chevaux de Camargue. » Antoine la regarda surpris. « Pourquoi ferais-tu ça ? » « Parce que ce que tu fais est beau, » répondit-elle simplement. « Et parce que je suis fatigué des injustices de mon père. »
Avant qu'ils ne puissent continuer leur conversation, des pas lourds résonnèrent dans l'allée centrale. Le contremaître et 2 agents de sécurité apparurent. « Vos services ne sont plus nécessaires », annonça l'homme froidement. « Récupérez vos affaires et partez immédiatement. Mais mon paiement… » « Paiement ?» Le contremaître sourit méchamment. « Nous avons des preuves que vous avez volé des équipements de valeur. Estimez-vous chanceux que nous n'appelions pas la police. »« C'est un mensonge », protesta Antoine. « Je n'ai jamais… »« C'est ta parole contre la nôtre », coupa l'homme. « Maintenant, dehors. » Claire ouvrit la bouche pour protester, mais le regard d'avertissement d'Antoine l'arrêta. Ce n'était pas le moment de compromettre sa position à elle aussi. Tandis qu'Antoine était escorté vers la sortie, Tempête commença à hennir furieusement, frappant violemment contre la porte de son box. L'étalon noir, habituellement si calme en présence du garçon, semblait sentir que quelque chose n'allait pas. Ses hennissements résonnaient comme des cris de détresse. Les agents de sécurité poussèrent Antoine au-delà des portes de la propriété, jetant son sac à dos et son violon dans la poussière du chemin. « Ne reviens pas, gitan !» cracha l'un d'eux. « Ou la prochaine fois, ce sera la police qui s'occupera de toi. » La nuit était tombée, fraîche et claire, les étoiles scintillant au-dessus des plaines de Camargue. Antoine ramassa son violon, vérifiant anxieusement qu'il n'était pas endommagé. L'instrument était intact, un petit miracle dans cette journée de malheur. Il s'éloigna lentement sur le chemin menant au village, entendant encore les hennissements désespérés de Tempête au loin. Chaque cri était comme un coup de poignard dans son cœur. La nouvelle de l'expulsion d'Antoine se répandit rapidement dans le village. Alors qu'il traversait la place centrale, incertain de l'endroit où il passerait la nuit, il vit Madame Cloutier qui l'attendait devant sa petite maison de pierre. « On m'a raconté ce qui s'est passé », dit-elle simplement. « Viens, mon garçon, j'ai une chambre libre et de la soupe chaude. » Antoine hésita. « Je ne veux pas vous attirer d'ennui, madame. Beaumont est puissant dans la région. » « Beaumont ?» La vieille femme cracha presque le nom. Mon mari dressait des chevaux avant même que ce parvenu parisien ne sache différencier une bride d'un licou. Entre, je te dis. L'intérieur de la maison de Madame Cloutier était modeste mais chaleureux, rempli de photographies jaunies d'un homme souriant aux côtés de magnifiques chevaux. Elle servit à Antoine un bol de soupe aux légumes qui embauma instantanément l'air de senteur d'herbe de Provence. « C'est une injustice », déclara-t-elle fermement. Beaumont ne peut pas simplement voler ton travail et te jeter dehors comme ça. Alors qu'Antoine mangeait, quelqu'un frappa à la porte. C'était Monsieur Fournier, le boulanger, portant un grand panier couvert d'un linge. « J'ai pensé que tu aurais faim, » dit-il en entrant. « Du pain frais et quelques pâtisseries. » Avant que la soirée ne soit avancée, d'autres villageois commencèrent à apparaître. Le forgeron, un couple d'artistes locaux, de petits agriculteurs, tous indignés par la situation et déterminés à faire quelque chose. « La vente aux enchères est demain, » dit Monsieur Fournier, assis autour de la table de Madame Cloutier. « Et nous y serons tous. »« Que pouvez-vous faire ?» demanda Antoine, découragé. « Beaumont est puissant. Il a des connexions à Paris. Mais il n'a pas la vérité, » répondit Madame Cloutier. « Et parfois, c'est plus puissant que l'argent. » Ils élaborèrent un plan simple mais audacieux. Chacun utiliserait ses propres contacts pour faire venir autant de témoins que possible à la vente. Les artistes locaux créeraient des affiches racontant la véritable histoire d'Antoine et Tempête. Le forgeron, qui connaissait le gardien de l'entrée, s'assurerait que tous puissent entrer. « Mais je ne peux pas y retourner », protesta Antoine. « Ils m'ont interdit l'accès. Laisse-moi m'occuper de ça », dit le forgeron avec un sourire rusé. « J'ai quelques idées. » Cette nuit-là, allongé dans le petit lit de la chambre d'amis de Madame Cloutier, Antoine ne trouva pas facilement le sommeil. Son esprit était envahi par l'image de Tempête, seul dans son box, sans comprendre pourquoi son ami humain avait disparu. Les chevaux vivaient dans le présent. Ils ne pouvaient pas se consoler avec l'espoir d'un avenir meilleur ou la compréhension des machinations humaines. « Je reviendrai », murmura Antoine dans l'obscurité, comme si l'étalon noir pouvait l'entendre à travers la distance. « Je te le promets. » Le matin suivant, le Picadero orné d'Arles, où devait se tenir la vente aux enchères, était déjà rempli d'une foule dense et inhabituelle. Des acheteurs richement vêtus se pressaient aux côtés de gens du village en tenue simple. Des journalistes équipés d'appareils photo et de carnets circulaient dans la foule.
Dans les écuries attenantes, loin des regards, la panique régnait. Tempête, habituellement calme depuis qu'Antoine travaillait avec lui, était redevenu intraitable. Il refusait tout contact, se cabrait violemment contre quiconque tentait de l'approcher. « Ce maudit gitan a ruiné l'animal !» grogna le contremaître après avoir failli être atteint par un coup de sabot puissant. Il ne répond plus qu'à lui maintenant. Beaumont entra dans l'écurie, le visage rouge de colère. « Utilisez la force si nécessaire. Nous avons des acheteurs qui attendent. » Les palefreniers tentèrent d'encercler Tempête, mais l'étalon noir devint une furie de muscles et de puissance, renversant équipement et hommes sur son passage. Ses yeux, redevenus sauvages, roulèrent de terreur et de rage. Dans le Picadero, la foule s'impatientait. Claire, élégamment vêtue d'une robe simple mais élégante, s'approcha du représentant du ministère de la Culture, un homme d'une 50aine d'années à l'air distingué. « Monsieur Leblanc, peut-être est-il temps d'expliquer au public votre intérêt pour la méthode d'Antoine ?» L'homme acquiesça et se dirigea vers le microphone central à la surprise générale. « Mesdames et messieurs », commença-t-il d'une voix posée qui fit immédiatement taire les conversations, le ministère de la Culture française documente actuellement les méthodes traditionnelles de travail avec les chevaux sauvages dans le cadre de notre patrimoine culturel immatériel. Nous sommes venus spécifiquement pour observer la technique unique développée par le jeune Antoine Lemaire, qui a revitalisé d'anciennes méthodes gitanes de communication avec les équidés. Un murmure parcourut la foule. Beaumont, qui venait d'entrer dans l'arène après avoir tenté sans succès de faire préparer Tempête, monta rapidement sur l'estrade. « Monsieur Leblanc, je crains qu'il n'y ait eu un malentendu. Le dresseur en question ne travaille plus pour nous et… » Il fut interrompu par le bruit de sabots frappant furieusement. Les portes des écuries s'ouvrirent violemment et Tempête fit irruption dans le Picadero, renversant palefreniers et barrières. La selle pendait de côté sur son corps puissant, à moitié attaché. Le public recula, effrayé, tandis que l'étalon hennissait de manière incontrôlable, galopant en cercle autour de l'espace. « Contrôlez cet animal !» cria Beaumont, voyant son investissement et sa réputation s'effondrer devant ses yeux. Ce fut à ce moment précis qu'Antoine, qui était entré discrètement avec l'aide des villageois déguisés en palefreniers, siffla simplement une mélodie provençale depuis l'entrée du Picadero. L'effet fut instantané. Tempête s'arrêta, les oreilles se tournant vers la source du son. Puis, à l'étonnement général, le cheval sauvage qui semblait indomptable quelques instants auparavant trotta calmement vers Antoine, baissant la tête dans un geste de reconnaissance. Un silence absolu tomba sur le Picadero, brisé seulement lorsqu'Antoine commença à parler doucement à l'animal, retirant gentiment la selle mal ajustée qui le gênait. « C'est extraordinaire », murmura Monsieur Leblanc, les caméras du ministère capturant chaque instant. Exactement le type de connexion traditionnelle que nous documentons. Le lendemain matin, alors qu'Antoine et les villageois arrivaient à la vente, un bruit de destruction venait des écuries à l'arrière. Tempête était devenue incontrôlable, renversant équipements et palefreniers, refusant toute approche humaine. « Ce maudit gitan a ruiné l'animal », grogna le contremaître après avoir failli être atteint par un coup de sabot puissant. Il ne répond plus qu'au gitan maintenant. Un silence absolu régnait sur le Picadero. Le temps semblait suspendu dans cette arène où, quelques secondes plus tôt, la panique dominait. Tempête, l'étalon noir qui venait de terroriser la foule, se tenait maintenant immobile devant Antoine, sa respiration encore rapide mais son attitude complètement transformée. L'animal qui avait semé le chaos avait disparu, remplacé par ce cheval attentif dont le regard ne quittait pas le jeune garçon. Les spectateurs, figés sur leurs sièges, contemplaient cette scène improbable. Les acheteurs fortunés, venus pour acquérir un trophée à exhiber, assistaient à quelque chose de bien plus précieux, une démonstration de confiance pure entre deux êtres que tout aurait dû séparer. « Voilà donc le secret », murmura un riche éleveur suisse au premier rang. « Ce n'est pas la force qui dompte, mais la connexion. » Le Picadero orné d'Arles, décoré avec ostentation pour l'occasion, offrait un contraste saisissant entre son luxe clinquant et la simplicité de l'échange entre Antoine et Tempête. Les banderoles dorées proclamant « Tempête, l'indomptable dompté » semblaient désormais presque ironiques. Beaumont, momentanément déstabilisé, reprit rapidement ses esprits.
Son visage passa de la stupéfaction à la fureur en quelques secondes. « Ce garçon n'a aucune autorisation pour être ici », s'écria-t-il en s'avançant vers Antoine. « Il a été congédié hier pour vol d'équipement. » Madame Cloutier, qui s'était frayé un chemin jusqu'au premier rang, se leva brusquement. Malgré son âge, sa voix porta dans toute l'arène. « Vol ? Le seul voleur ici, c'est vous, monsieur Beaumont, vous qui prenez le travail de ce garçon sans paiement juste. » Un murmure d'approbation parcourut les rangs des villageois présents. Les journalistes, sentant la controverse, se rapprochèrent, carnet et appareil photo à la main. Beaumont balaya l'accusation d'un geste. Ce gitan a été engagé pour un travail qu'il n'a pas su terminer. Maintenant, il s'introduit illégalement dans une propriété privée. Et pourtant, intervint M. Leblanc du ministère de la Culture, nous venons d'assister à une démonstration remarquable de dressage traditionnel. Le cheval qui terrorisait votre équipe il y a quelques minutes obéit maintenant au moindre geste de ce jeune homme. Tempête, comme pour confirmer ses paroles, suivit Antoine qui s'éloignait des agents de sécurité s'approchant de lui. L'étalon se déplaçait avec une élégance tranquille, sans licou ni longe, simplement par choix. « Ce n'est pas de l'obéissance », corrigea doucement Antoine, suffisamment fort pour être entendu. « C'est de la confiance. » Les caméras du ministère capturaient chaque moment de cette confrontation inattendue. Beaumont, conscient de cette audience improvisée, tentait visiblement de contenir sa colère. « Qu'on fasse sortir cet intrus immédiatement », ordonna-t-il à ses gardes, « et reprenez contrôle de mon cheval. » Mais lorsque les gardes s'approchèrent, Tempête se cabra légèrement, positionnant son corps massif entre eux et Antoine. L'étalon ne montrait pas d'agressivité, juste une détermination tranquille à protéger le jeune homme. C'est alors que Claire Beaumont, restée silencieuse jusqu'à présent, s'avança au centre de l'arène. « Père », dit-elle d'une voix claire qui résonna dans le silence tendu, « Antoine n'a rien volé. Vous le savez parfaitement. » La foule retint son souffle. Beaumont fixa sa fille, incrédule face à cette trahison publique. « Claire, tu ne comprends pas les affaires. Retourne à ta place immédiatement. Je comprends parfaitement ce qui se passe ici. » Poursuivit-elle, imperturbable. « Antoine a fait ce que personne d'autre n'a réussi, gagner la confiance de ce cheval par le respect, non par la force. Et vous voulez le punir pour cela ?» Les journalistes griffonnaient frénétiquement, les caméras tournaient. Beaumont, coincé entre sa réputation et sa fureur, cherchait visiblement une issue à cette situation qui lui échappait. Monsieur Leblanc choisit ce moment pour s'avancer, offrant une planche de salut inattendue à l'industriel. « Monsieur Beaumont », commença-t-il de sa voix posée de diplomate, « le ministère prépare actuellement un documentaire sur les méthodes traditionnelles de dressage équestre. Nous envisagions un contrat de parrainage substantiel pour documenter le travail du jeune Lemaire avec les chevaux sauvages de Camargue. » Il marqua une pause stratégique, laissant ses paroles pénétrer l'esprit calculateur de Beaumont. « Ce serait une publicité extraordinaire pour votre établissement, bien sûr, s'il continuait à travailler ici sous votre, disons, patronage éclairé. » Les yeux de Beaumont s'étrécirent légèrement. Derrière sa colère, les rouages de son esprit d'affaires s'activaient déjà, évaluant ce retournement inattendu. Publicité nationale, parrainage ministériel, prestige culturel. Et surtout une réputation intacte. Un programme sous l'égide du ministère, murmura-t-il, presque pour lui-même. Avec votre nom associé comme découvreur de ce talent exceptionnel, compléta habilement M. Leblanc. Antoine, qui caressait doucement l'encolure de Tempête pendant cet échange, observait la scène avec un mélange de méfiance et d'espoir. Il connaissait suffisamment les hommes comme Beaumont pour savoir que l'orgueil blessé pouvait l'emporter sur l'intérêt financier. Beaumont s'éclaircit la gorge, recomposant son visage en un masque d'autorité bienveillante. « J'ai toujours eu l'intention de valoriser les méthodes traditionnelles », déclara-t-il avec une assurance retrouvée. « Le jeune Lemaire a simplement pris des initiatives que je n'avais pas encore validées. » Quelques ricanements discrets parcoururent les rangs des villageois, mais M. Leblanc hocha gravement la tête, offrant à Beaumont la possibilité de sauver la face. « Peut-être pourrions-nous discuter des détails dans votre bureau ?» suggéra le représentant du ministère. « Pendant ce temps, pourquoi ne pas permettre à Antoine de faire une démonstration complète de sa méthode pour notre équipe de documentaristes ?» Beaumont acquiesça, saisissant cette perche tendue.
Excellente suggestion. Mesdames et messieurs, veuillez nous excuser pour cette interruption imprévue. Considérez cela comme un aperçu du spectacle complet que nous vous offrirons bientôt. Tandis que Beaumont et M. Leblanc quittèrent l'arène, suivis de Claire qui adressa un sourire encourageant à Antoine, le jeune homme se retrouva au centre de l'attention. Des dizaines de regards curieux attendaient qu'il démontre sa méthode. Antoine s'adressa doucement à Tempête en romani, puis en français. « Montrons-leur ce que signifie la vraie liberté, mon ami. » Sans utiliser de longe ni aucun équipement, Antoine commença à marcher dans l'arène. Tempête le suivit comme une ombre, maintenant une distance constante de quelques pas. Quand Antoine s'arrêtait, l'étalon s'immobilisait. Quand il changeait de direction, Tempête ajustait sa trajectoire avec une grâce fluide. « Il ne le contrôle pas », expliqua Madame Cloutier aux spectateurs proches d'elle. « Ils dansent ensemble. » En effet, cette démonstration ressemblait davantage à une danse qu'à un dressage traditionnel. Antoine n'utilisait ni commandes vocales abruptes, ni gestes de domination. Parfois, il murmurait quelques mots que seule Tempête pouvait entendre, ou fredonnait doucement une mélodie gitane. L'étalon noir, qui quelques minutes plus tôt incarnait la fureur sauvage, exécutait maintenant des mouvements d'une précision étonnante, comme s'il lisait les intentions d'Antoine avant même qu'elles ne se manifestent. « Comment communiquez-vous avec lui ?» demanda un journaliste. Antoine sourit légèrement. « Je ne lui demande rien qu'il ne soit prêt à offrir. Les chevaux sont des êtres de fuite et d'instinct. Ils lisent nos émotions plus clairement que nos mots. Tempête ne me suit pas par obéissance, mais parce qu'il a choisi de me faire confiance. » Pendant près d'une heure, Antoine démontra comment il avait progressivement gagné cette confiance, expliquant chaque étape de son approche non conventionnelle. Au début, je me contentais de lire près de son box, sans exiger son attention. Puis j'ai introduit le licou simplement comme un objet à explorer, pas comme une contrainte. Chaque nouvel élément, la selle, le contact physique, venait uniquement quand il était prêt. La foule écoutait, fascinée. Même les acheteurs riches, habitués aux méthodes traditionnelles plus directives, semblaient reconsidérer leur certitude. Pendant ce temps, dans le bureau de Beaumont, une négociation serrée se déroulait. Monsieur Leblanc, avec une habileté diplomatique consommée, présentait une proposition qui permettrait à chacun de sauver la face, tout en préservant l'essentiel, le bien-être de Tempête et la reconnaissance du talent d'Antoine. Lorsqu'ils revinrent dans l'arène, une décision semblait avoir été prise. Beaumont arborait son sourire commercial, celui qu'il réservait aux grandes occasions. « Mesdames et messieurs, » annonça-t-il au microphone, « je suis ravi de vous présenter officiellement Antoine Lemaire, notre nouveau spécialiste en réhabilitation de chevaux traumatisés. Grâce à notre partenariat avec le ministère de la Culture, nous allons développer un programme innovant de préservation des techniques traditionnelles françaises de dressage naturel. » Les applaudissements éclatèrent, particulièrement nourris du côté des villageois. Antoine, surpris par ce revirement, chercha le regard de Claire qui lui adressa un clin d'œil discret. Une démonstration de sa méthode complète sera programmée dans les prochaines semaines, poursuivit Beaumont, désormais parfaitement à l'aise dans son rôle de mécène éclairé. La vente aux enchères de nos autres chevaux reprendra dans 1 heure, après une courte pause. Alors que la foule se dispersait vers les buffets installés sous les tentes adjacentes, Beaumont fit signe à Antoine de le suivre. Dans un coin isolé, loin des oreilles indiscrètes, l'industriel abandonna son sourire commercial. « Soyons clairs, garçon, » dit-il froidement. « Quel est ton prix? Combien veux-tu pour continuer ce spectacle ?» Antoine prit une profonde inspiration, sa main caressant inconsciemment le médaillon de sa mère sous sa chemise. « Je ne veux pas d'argent, monsieur. Je veux Tempête. » Beaumont laissa échapper un rire incrédule. « Impossible, ce cheval vaut une fortune. » En fait, intervint M. Leblanc qui les avait rejoints avec Claire. Le ministère serait disposé à financer un programme de réhabilitation de chevaux traumatisés sous la direction du jeune Lemaire. Cela inclurait l'acquisition de Tempête comme premier cas d'étude. Et la propriété de Madame Cloutier serait parfaite pour cela, ajouta Claire. Elle a déjà proposé l'espace. Beaumont observa tour à tour les visages qui l'entouraient, calculant silencieusement ses options. Un programme officiel sous patronage du ministère, murmura-t-il, avec mon nom associé comme initiateur.
Et le crédit pour avoir découvert le talent d'Antoine, compléta habilement Monsieur Leblanc. Encerclé par les caméras, les journalistes et les témoins, Beaumont comprit qu'il devait trouver une sortie diplomatique. Lorsque Monsieur Leblanc mentionna un parrainage substantiel du ministère pour documenter le travail d'Antoine, les yeux calculateurs de l'industriel se plissèrent, évaluant rapidement les bénéfices potentiels, publicité nationale, prestige culturel et surtout une réputation intacte. 3 heures de négociations acharnées s'écoulèrent dans le bureau de Beaumont. Des papiers s'empilaient sur la table en acajou, couverts de chiffres, de clauses et de signatures. L'industriel, bien que visiblement contrarié, savait reconnaître quand une défaite pouvait être transformée en victoire d'image. Antoine, assis silencieusement entre Madame Cloutier et Monsieur Leblanc, observait ce ballet de pouvoir avec un mélange d'appréhension et d'espoir. « Une dernière chose », insista Beaumont en ajustant ses lunettes. « Mon nom apparaîtra comme fondateur honoraire du centre, avec mention spéciale dans toutes vos publications. » Parfaitement raisonnable, acquiesça Monsieur Leblanc, échangeant un regard complice avec Antoine. Finalement, l'accord fut conclu. Beaumont recevrait une compensation financière généreuse du ministère et bénéficierait d'une publicité positive comme découvreur de talent. En échange, Antoine obtiendrait la propriété légale de Tempête et un salaire modeste pour développer son programme de réhabilitation équine. « Ne crois pas que j'apprécie cette situation », murmura Beaumont à Antoine lorsqu'il signa le dernier document. « Mais je sais reconnaître quand une bataille ne peut être gagnée. » Antoine hocha simplement la tête, comprenant parfaitement que l'orgueil de cet homme était plus blessé que ses finances. Dans le monde de Beaumont, l'humiliation publique était bien pire qu'une perte monétaire. Le lendemain matin, sous un ciel d'un bleu limpide annonçant le printemps, Antoine se présenta aux écuries Beaumont une dernière fois. Les palefreniers l'observaient avec un mélange de respect et d'incrédulité. La nouvelle de l'accord s'était répandue rapidement. « Tu vas vraiment l'emmener » demanda Jean, le jeune palefrenier qui avait toujours montré plus de curiosité que de mépris pour les méthodes d'Antoine. « Sans vanne, sans équipement ?» Antoine sourit. « Il me suivra. » Il se dirigea vers le box de Tempête, sentant l'émotion monter dans sa poitrine. L'étalon noir hennit doucement en le reconnaissant, s'approchant immédiatement de la porte. Antoine l'ouvrit lentement, sans licou ni longe dans les mains. « Aujourd'hui, nous partons ensemble », murmura-t-il en romani, puis en français. « Une nouvelle vie commence pour nous deux. » À la stupéfaction des employés rassemblés, Antoine se contenta de sortir du box et de marcher tranquillement vers la sortie des écuries. Tempête hésita un instant sur le seuil, humant l'air frais du matin, puis emboîta le pas au jeune homme, le suivant volontairement, sans aucune contrainte. Une petite procession s'était formée à la sortie. Madame Cloutier attendait dans sa vieille camionnette bleue, tandis qu'une dizaine de villageois s'étaient rassemblés pour accompagner Antoine et Tempête jusqu'à leur nouvelle demeure. Certains portaient des paniers de provisions, d'autres des outils. « Nous avons commencé à nettoyer les anciens box », expliqua le forgeron. « Ils sont solides, mais ils ont besoin d'un peu d'amour. » Antoine sentit une boule se former dans sa gorge. Lui qui avait passé tant d'années seul, rejeté, méfiant envers le monde entier, se retrouvait soudain entouré de cette communauté improvisée. Le chemin jusqu'à la propriété de Madame Cloutier traversait les plaines dorées de Camargue. Tempête marchait parfois aux côtés d'Antoine, parfois s'éloignait pour renifler une touffe d'herbe avant de revenir tranquillement. Aucune corde, aucune contrainte ne le retenait, juste ce lien invisible tissé de confiance mutuelle. « Regarde comme il est différent maintenant », commenta Madame Cloutier qui marchait lentement, s'appuyant sur sa canne. Son port de tête, sa démarche, ce n'est plus un animal terrifié. Antoine observa l'étalon. Effectivement, sa posture avait changé. Les oreilles autrefois plaquées en arrière par la peur et la méfiance pointaient maintenant vers l'avant, attentives mais détendues. Son regard, jadis hanté, semblait plus serein, bien que toujours vigilant. « Les cicatrices ne disparaissent jamais complètement », répondit Antoine. « Mais elles peuvent devenir des marques de survie plutôt que des rappels de souffrance. » Après 1 heure de marche paisible, ils arrivèrent enfin à la propriété de Madame Cloutier. Située à la lisière des marais, elle s'étendait sur plusieurs hectares, entourée d'une simple clôture en bois.
Une vieille maison de pierre trônait au centre, flanquée d'une grange et d'écuries qui, bien qu'anciennes, semblaient solides. La veuve s'arrêta devant le portail, l'émotion visible sur son visage ridé. « Mon Henri serait fier de voir ça », déclara-t-elle, des larmes brillant dans ses yeux. Des chevaux libres et respectés, comme il l'a toujours voulu. Elle ouvrit le portail, invitant Antoine et Tempête à entrer les premiers. L'étalon hésita, reniflant cette nouvelle frontière avec précaution. Antoine attendit patiemment, sans le presser. « C'est ta décision, » murmura-t-il. « Tu n'es plus prisonnier. » Après quelques instants, Tempête franchit le seuil, suivi d'Antoine. Ensemble, ils explorèrent ce nouvel espace. Les pâturages ouverts, l'étang naturel, les vieux box propres mais spacieux. Partout, Tempête pouvait sentir l'absence de contraintes, la possibilité de mouvement libre. Les jours suivants furent consacrés à la transformation de la propriété. Le centre de réhabilitation équine Antoine Lemaire commençait à prendre forme. Les villageois venaient régulièrement aider, réparant le toit de l'écurie, construisant de nouveaux enclos, toujours avec des espaces ouverts permettant aux chevaux de courir librement. « Pas de box fermé », insistait Antoine. « Ils doivent pouvoir choisir entre l'abri et l'espace ouvert. » Monsieur Fournier, tout en clouant une planche, hocha la tête. « Mon grand-père disait toujours qu'un cheval enfermé est un cheval à moitié mort. » L'écurie principale fut divisée en zones ouvertes plutôt qu'en boxes traditionnelles. Des abreuvoirs automatiques furent installés, ainsi qu'une petite infirmerie équipée pour les premiers soins. Chaque détail était pensé pour respecter l'instinct naturel des chevaux tout en assurant leur sécurité. Une semaine après leur arrivée, M. Leblanc réapparut, accompagné d'une jeune femme à l'air sérieux. « Antoine, je te présente le docteur Mercier, vétérinaire spécialisé dans les chevaux traumatisés. Elle collaborera avec nous pour documenter les aspects médicaux de ton travail. » La vétérinaire observa Tempête qui paissait tranquillement à une vingtaine de mètres. « J'ai entendu parler de ce cas. Un étalon sauvage de Camargue, capturé violemment, qui a tué 2 hommes. » Elle se tourna vers Antoine. « Comment as-tu géré son agressivité ?»« Je ne l'ai pas fait, » répondit simplement Antoine. « Je l'ai laissé l'exprimer, mais dans un contexte où il ne se sentait pas menacé. Ce n'était pas de l'agressivité, mais de la peur. » Le premier véritable cas après Tempête arriva à mi-juin. Une jument baie aux grands yeux terrifiés, le corps couvert de cicatrices et d'abcès mal soignés. Elle avait été utilisée dans des courses clandestines, puis abandonnée lorsqu'une blessure l'avait rendue inutile. « Elle s'appelle Étoile, d'après ses papiers », expliqua le garde forestier qui l'avait trouvée errante. « Elle attaque quiconque tente de l'approcher. » Antoine observa la jument tremblante dans l'enclos d'accueil. Ses côtes saillaient sous son poil terne, ses yeux roulèrent de terreur à chaque mouvement humain. « Laissez-moi seul avec elle », demanda-t-il. Comme avec Tempête, Antoine s'assit simplement à distance, sans tenter d'approche directe. Il sortit son violon et commença à jouer doucement. La jument s'agitait, galopant nerveusement le long de la clôture, cherchant désespérément une issue. « Je sais », murmura Antoine entre 2 mélodies. « Tu ne comprends pas pourquoi tu es encore enfermé. Mais cet enclos est temporaire, juste le temps que tu comprennes que personne ici ne te fera de mal. » Tempête, qui paissait dans le pré adjacent, s'approcha de la clôture, observant la nouvelle venue avec curiosité. Il hennit doucement, un son presque interrogatif. Étoile s'immobilisa, ses oreilles pivotant vers l'étalon noir. Les jours suivants, Antoine répéta le même rituel. S'asseoir à distance, jouer du violon, parler doucement sans exiger d'attention. Le 3e jour, il remarqua que Tempête venait systématiquement se poster près de l'enclos d'Étoile quand Antoine jouait, comme s'il participait à la thérapie. « Tu lui expliques que je suis digne de confiance ?» demanda Antoine en caressant l'encolure de Tempête. D'autres chevaux arrivèrent progressivement. Un vieux cheval de trait abandonné par son propriétaire âgé, un poney de cirque au comportement névrotique, un poulain séparé violemment de sa mère. Chaque cas renforçait la méthode d'Antoine. Patience infinie, respect absolu, musique, voix douce et surtout, la compréhension que le temps de guérison appartenait à l'animal, pas à l'humain. La nouvelle se répandit. Des journalistes venaient régulièrement documenter le travail du centre. Des étudiants vétérinaires demandaient à observer les méthodes d'Antoine. Claire Beaumont,
au grand désespoir de son père, devint bénévole régulière, découvrant son propre talent avec les chevaux âgés. « Mon père ne sait pas que je viens ici », confia-t-elle à Antoine un soir, alors qu'ils observaient les chevaux dans la lumière dorée du crépuscule. « Il pense que je prends des cours d'équitation classique à Arles. » Antoine sourit. « Tu as un don naturel avec eux, surtout avec Balthazar. » Balthazar, le vieux cheval de trait, semblait effectivement vouer une affection particulière à Claire. La jeune fille passait des heures à brosser son poil épais, à lui parler de ses rêves d'études vétérinaires que son père jugeait inappropriés pour une jeune fille de bonne famille. Mais la transformation la plus surprenante ne concernait pas seulement les chevaux. Un jour, alors qu'Antoine montrait à des visiteurs comment Étoile acceptait désormais d'être approchée, il remarqua un groupe d'enfants qui observaient timidement depuis l'autre côté de la clôture. « Vous voulez venir voir de plus près ?» proposa-t-il. Parmi eux se trouvait Louis, un garçon d'environ 12 ans que les villageois décrivaient comme « difficile ». Il bégayait sévèrement et était souvent la cible de moqueries à l'école. « Je peux les toucher ?» demanda-t-il, les yeux écarquillés d'espoir et de crainte. « Pas tout de suite », expliqua gentiment Antoine, « mais tu peux t'asseoir ici avec moi, et nous laisserons Étoile décider si elle veut s'approcher. » Ce fut le début d'une nouvelle dimension pour le centre. Les enfants, d'abord timidement, puis avec plus d'assurance, commencèrent à venir régulièrement. Antoine remarqua que les chevaux les plus traumatisés réagissaient différemment aux enfants, avec moins de méfiance, comme s'ils percevaient leur innocence. Louis, en particulier, développa une connexion remarquable avec Étoile. La jument, qui rechignait encore au contact des adultes, acceptait sa présence avec une sérénité surprenante. « Elle se sait que je comprends », expliqua-t-il un jour à Antoine, son bégaiement moins prononcé en présence des chevaux. « On se moque de nous deux. » Un soir, alors que le soleil couchant baignait la propriété d'une lumière dorée, Antoine observa du haut d'une colline le petit monde qu'il avait contribué à créer. Dans les enclos, les chevaux autrefois terrorisés paissaient tranquillement. Des bénévoles terminaient les soins du soir. Madame Cloutier, assise sur un banc, surveillait Louis qui lisait un livre à étoiles, une technique qu'il avait empruntée à Antoine et adaptée à sa façon. La vieille femme leva les yeux et aperçut Antoine. S'appuyant sur sa canne, elle le rejoignit lentement. « Tu as construit quelque chose d'extraordinaire, Antoine, » dit-elle doucement. Le jeune homme sourit, ses yeux suivant un papillon qui se posa brièvement sur l'encolure de tempête, paissant non loin. « Je n'ai rien construit seul, » répondit-il. « Tous ces chevaux, ces enfants, ils m'ont appris plus que je ne pourrais jamais leur enseigner. »« Et qu'as-tu appris, précisément ?» demanda la vieille femme, ses yeux sages l'étudiant. Antoine réfléchit un moment, observant le soleil couchant teinté d'or les plaines de Camargue. Que parfois, ceux que le monde rejette comme problématiques ou sauvages sont simplement des âmes qui attendent que quelqu'un les écoute, répondit-il finalement. Et que la vraie liberté ne signifie pas vivre sans attache. Elle signifie trouver des connexions qui respectent qui l'on est vraiment. Les paroles d'Antoine flottaient encore dans l'air du crépuscule, tandis que Madame Cloutier hochait la tête, comme si cette sagesse simple confirmait ce qu'elle avait toujours su. La vraie liberté ne signifie pas vivre sans attache. Elle signifie trouver des connexions qui respectent qui l'on est vraiment. Cette phrase résonnait particulièrement au moment où, en contrebas, les silhouettes des enfants du village se dessinaient encore près des enclos. Le lendemain matin, Antoine se réveilla avec une idée qui avait germé pendant la nuit. Après avoir observé l'interaction entre Louise et Étoile, il comprenait désormais que son centre pouvait offrir bien plus que la réhabilitation des chevaux. Il pouvait devenir un lieu de guérison pour les âmes humaines blessées également. Pendant le petit déjeuner dans la cuisine rustique de Madame Cloutier, il exposa son idée. « Je voudrais inviter davantage d'enfants de la région, pas seulement comme visiteurs occasionnels, mais comme participants réguliers. » La vieille femme sourit par-dessus sa tasse de café. Henri disait toujours que les chevaux sont les meilleurs thérapeutes. Ils ne jugent pas, ils ressentent. Ce matin-là, Antoine rendit visite à l'institutrice du village, Mademoiselle Moreau, une femme énergique d'une 40aine d'années qui l'accueillit avec curiosité. « J'ai entendu parler de votre travail avec les chevaux, » dit-elle en l'invitant dans sa petite salle de classe vide. « Louis a changé depuis qu'il vous visite.
Il bégaye moins, participe davantage. C'est justement de Louis que je voulais vous parler, expliqua Antoine. J'aimerais étendre cette expérience à d'autres enfants qui pourraient en bénéficier. L'institutrice le considéra un moment, puis hocha la tête. J'ai immédiatement pensé à Sarah. 12 ans, mutisme sélectif depuis le décès de sa mère. Et les jumeaux Ferrand, orphelins, placés chez leur tante qui est débordée. Ils accumulent les problèmes de comportement. 3 jours plus tard, Antoine accueillait ses premiers participants officiels. Louis, déjà familier des lieux, Sarah à l'expression fermée, et les jumeaux Ferrand, 2 garçons de 10 ans dont l'énergie nerveuse semblait vouloir exploser à chaque instant. « Bienvenue au centre », commença Antoine, les rassemblant près de l'enclos principal. Ici, nous avons quelques règles très simples. La première, nous respectons les chevaux comme nous aimerions être respectés. La deuxième, nous n'imposons jamais notre volonté. Nous proposons, nous attendons, nous écoutons. Les jumeaux échangèrent des regards sceptiques, mais Sarah observait attentivement Étoile, qui s'était approchée de la clôture, curieuse des nouveaux venus. « Aujourd'hui, nous allons simplement observer, » poursuivit Antoine. « Vous pouvez vous asseoir où vous voulez, parler si vous le souhaitez, mais sans geste brusque. » Louis, prenant son rôle de vétéran au sérieux, montra fièrement son coin préféré près d'un vieux chêne. Sarah le suivit silencieusement, tandis que les jumeaux, visiblement déçus par ce programme peu excitant, traînèrent les pieds. « C'est nul », marmonna l'un d'eux. Théo ou Thomas, Antoine n'était pas encore capable de les distinguer. « On va juste rester assis à regarder des chevaux toute la journée ?»« Pas toute la journée », répondit calmement Antoine. « Juste 1 heure, et vous n'êtes pas obligé de rester assis. Vous pouvez dessiner, lire ou simplement observer. L'important, c'est d'être présent. » À la surprise d'Antoine, ce furent les jumeaux agités qui captèrent l'attention de Tempête. L'étalon noir, habituellement réservé avec les étrangers, s'approcha de la clôture où les garçons s'étaient finalement assis, boudeurs. « Il nous regarde », chuchota l'un d'eux, soudain immobile. « Ne bougez pas brusquement », conseilla doucement Antoine. « Il est curieux, c'est tout. » Tempête tendit son long cou par-dessus la clôture, reniflant l'air près des jumeaux. Puis, à l'étonnement général, il abaissa légèrement sa tête, comme pour les inviter à le toucher. « Puis, peut-on » demanda l'un des garçons, toute arrogance soudain évaporée. S'il s'approche de lui-même, oui. Tendez doucement votre main, paume vers le haut, et laissez-le venir à vous. Ce moment marqua le début d'une transformation remarquable. Les jumeaux, qui avaient accumulé les rapports disciplinaires à l'école, montraient une patience extraordinaire avec Tempête. Ils revenaient chaque jour, s'asseyant tranquillement près de l'enclos, attendant que l'étalon les rejoigne, ce qu'ils faisaient invariablement. « Je n'arrive pas à y croire », confia leur tante à Antoine 2 semaines plus tard. « Ils se lèvent tôt pour venir ici. Ils lisent des livres sur les chevaux le soir. Leur institutrice dit qu'ils sont transformés en classe. » Le programme s'étendit progressivement. L'assistante sociale du canton, Madame Beaulieu, initialement sceptique, fut impressionnée par les résultats avec les premiers enfants. « J'ai d'autres cas qui pourraient bénéficier de votre approche », admit-elle. Des adolescents principalement, certains en conflit avec la loi. Antoine établit un système progressif. Observation silencieuse d'abord, puis participation aux soins basiques, comme le nettoyage des enclos ou la préparation de la nourriture. Et enfin, interaction directe avec les chevaux les plus sociables. « Je ne comprends pas pourquoi on doit nettoyer le crottin », se plaignit Julien, un adolescent de 15 ans envoyé au centre après plusieurs délits mineurs. « Je croyais qu'on venait pour monter à cheval. »« On ne monte pas les chevaux ici », expliqua patiemment Antoine. « On apprend à les connaître, à les respecter. Le nettoyage fait partie de la relation. Prendre soin d'eux comme ils prendront soin de nous. »« Prendre soin de moi ? Ce sont juste des animaux stupides, » marmonna le garçon. Antoine ne releva pas, se contentant de l'observer de loin. Ce soir-là, alors que les autres adolescents étaient partis, il vit Julien s'attarder près de l'enclos où se trouvait Nuage, un vieux cheval gris récemment arrivé, abandonné après des années de labeur. « Il a travaillé toute sa vie », dit doucement Antoine en s'approchant. « Tirer des charrettes, labourer des champs. Maintenant, ses articulations lui font mal quand il pleut, mais il ne se plaint jamais. »
Julien observa le vieux cheval dont le regard semblait porter le poids des années. Comment sais-tu qu'il a mal? Par sa façon de se tenir, de marcher. Les chevaux ne peuvent pas mentir avec leur corps. Ils montrent exactement ce qu'ils ressentent. Le lendemain, Antoine trouva Julien arrivé avant tout le monde, nettoyant méticuleusement l'enclos de nuages et lui apportant de l'eau fraîche. À mesure que le programme prenait forme, Antoine remarqua un phénomène fascinant. Tempête semblait avoir développé un instinct particulier pour les enfants les plus fermés, les plus défensifs. Comme s'il reconnaissait en eux cette même peur qu'il avait habitée. Lors d'une session particulièrement intense, Antoine observait un groupe d'adolescents brosser les chevaux tout en discutant de leurs expériences. La barrière habituelle entre ces jeunes à problème s'était effondrée en présence des animaux. « Mon beau-père me traitait comme un chien », confia Lucas, un garçon habituellement taciturne, tout en brossant doucement l'encolure d'étoiles, comme si je ne méritais pas d'être traité comme un humain. « Mon père ne me frappait pas », ajouta Sophia, une fille placée en foyer après des violences familiales. Il était juste absent, même quand il était là physiquement. Antoine n'intervenait pas dans ces conversations spontanées. Il avait remarqué que les chevaux créaient un espace sécurisant où ces confidences pouvaient émerger naturellement. L'animal ne jugeait pas, n'interrompait pas, offrait simplement une présence attentive. Un jour, Marie, une adolescente qui avait tenté de se suicider 3 mois auparavant, eut une percée émotionnelle significative. Elle travaillait depuis plusieurs semaines avec un jeune poulain né au centre, fils d'une jument sauvée d'un élevage clandestin. « Il a peur de tout », expliquait-elle à Antoine. « Mais il est curieux en même temps. C'est comme s'il voulait faire confiance, mais qu'il ne sait pas comment. » Antoine observa la jeune fille caresser doucement le poulain nerveux. « Ça te rappelle quelqu'un » Marie resta silencieuse un long moment, puis les larmes commencèrent à couler sur ses joues. « Moi. Il me rappelle moi. » Pour la première fois depuis son arrivée au centre, elle commença à parler de sa tentative de suicide, de la solitude écrasante qu'elle avait ressentie, de l'impossibilité de faire confiance. La nouvelle de ces transformations atteignit bientôt les autorités régionales. Des représentants du département de la protection de l'enfance vinrent observer le programme, initialement sceptiques, mais rapidement impressionnés. « Ce que vous faites ici est remarquable », admit la directrice après une journée d'observation. Ces enfants s'ouvrent d'une manière que nos psychologues n'ont pas réussi à provoquer en des mois de thérapie. Antoine, avec l'aide de Claire qui venait régulièrement malgré la désapprobation de son père, commença à formaliser sa méthodologie dans un petit manuel illustré. Il y expliquait comment les chevaux traumatisés et les enfants blessés partageaient des mécanismes de défense similaires et comment cette reconnaissance mutuelle facilitait la guérison. Les chevaux sont des proies naturelles, expliquait-il lors d'une présentation à des professionnels visiteurs. Ils lisent nos émotions instantanément, détectent la moindre tension, le plus petit mensonge. Un enfant qui a appris à dissimuler sa souffrance face aux adultes ne peut pas la cacher à un cheval, et cette honnêteté forcée devient libératrice. Le ministère, impressionné par les résultats, étendit son financement, permettant au centre d'embaucher une petite équipe. Un psychologue spécialisé dans les traumatismes infantiles, une infirmière à temps partiel et 2 assistants pour aider aux soins quotidiens des chevaux. « Quand vous êtes rejeté par la société », expliquait Antoine à un journaliste venu faire un reportage, « que vous soyez humain ou animal, vous apprenez à reconnaître cette même douleur chez les autres. C'est un langage silencieux que tous deux comprennent. » Un après-midi, le centre reçut un visiteur inhabituel. Un travailleur social accompagnant un jeune garçon syrien de 13 ans, arrivé en France 6 mois plus tôt après avoir traversé la Méditerranée sur un bateau de fortune. Malik n'a pas prononcé un mot depuis son arrivée, expliqua l'homme à Antoine. Les médecins disent qu'il n'y a aucun problème physique, c'est psychologique. Il a vu des choses qu'aucun enfant ne devrait voir. Antoine accueillit le garçon sans tenter de le faire parler. Il l'invita simplement à s'asseoir près de l'enclos où Tempête paissait tranquillement. Le garçon observait l'étalon noir avec une intensité troublante, ses yeux sombres suivant chaque mouvement de l'animal. Tempête, qui restait généralement à distance des nouveaux venus, leva soudain la tête, humant l'air dans la direction du garçon. Puis, à la surprise d'Antoine, l'étalon s'approcha lentement de la clôture, fixant Malik avec une attention particulière.
Pendant près d'une heure, le garçon et le cheval restèrent ainsi, dans un échange silencieux que personne n'osait interrompre. Puis, dans un geste qui stupéfia Antoine et le travailleur social, Tempête tendit son long cou par-dessus la clôture et appuya doucement sa tête contre l'épaule du garçon. Malik s'effondra alors en larmes, agrippant le cou du cheval et murmurant des mots en arabe, sa langue maternelle, pour la première fois depuis son arrivée en France. Les phrases s'écoulaient de lui comme un barrage rompu, incompréhensible pour les adultes présents, mais clairement comprises par Tempête, qui restait parfaitement immobile, comme conscient de l'importance de ce moment. Le cheval a choisi de guérir ce garçon, pensa Antoine en observant cette scène extraordinaire, exactement comme il a choisi de me guérir. La scène extraordinaire entre Malik et Tempête devint rapidement légendaire dans la région. L'histoire du cheval sauvage qui avait réussi à briser le silence d'un enfant traumatisé par la guerre circulait désormais bien au-delà des frontières du petit village. Un matin de septembre, alors que l'automne commençait à teindre les plaines de Camargue, Antoine aperçut une camionnette inconnue se garer devant l'entrée du centre. « Bonjour, je suis Élise Marchand de France 3 Provence », se présenta une jeune femme énergique, accompagnée d'un caméraman. « Nous aimerions faire un reportage sur votre travail avec les chevaux et les enfants en difficulté. » Cette équipe de télévision n'était que la première d'une longue série. Au cours des semaines suivantes, le centre de réhabilitation équine accueillit des journalistes de publications nationales, des spécialistes en équithérapie venus d'Allemagne et d'Espagne, et même une délégation de vétérinaires américains intéressés par les méthodes non conventionnelles d'Antoine. « Tout ce bruit médiatique me rend nerveux », confia-t-il à Madame Cloutier un soir, alors qu'il rangeait les équipements après une journée particulièrement chargée en visites. Les chevaux sont sensibles à cette agitation. Tempête refuse de s'approcher quand les caméras sont là. La vieille femme hocha la tête avec sagesse. La renommée est comme un cheval sauvage, belle à observer de loin, mais dangereuse à chevaucher si l'on n'est pas préparé. Un matin de novembre, Antoine eut la surprise de voir une limousine noire s'engager dans le chemin de terre menant au centre. Monsieur Beaumont en descendit, impeccablement vêtu comme à son habitude, mais étrangement seul, sans sa cohorte habituelle d'assistants. « Antoine », salua-t-il avec une cordialité forcée, « ton petit projet semble prospérer, à ce que je vois. »« Bonjour, monsieur Beaumont. Que nous vaut l'honneur de votre visite ?» L'industriel observa le centre avec un regard évaluateur. « J'ai accordé une interview hier à Paris Match. Il voulait connaître mon rôle dans la découverte de ta méthode révolutionnaire. » Il sourit légèrement. « J'ai été généreux dans mes propos. Après tout, sans moi, tu serais encore à vendre du café aux touristes. » Antoine ne releva pas la pique, mais une heure plus tard, il découvrit la véritable raison de cette visite. Beaumont avait fait le tour du centre, prenant des notes, posant des questions sur l'organisation, le financement, le nombre de visiteurs. « J'ai réfléchi », annonça-t-il finalement, « et je crois que nous pourrions développer ce concept à plus grande échelle. Imagine, un réseau de centres similaires dans toute la France, peut-être même en Europe. La marque Beaumont-Le Maire pourrait devenir synonyme d'innovation thérapeutique. » Antoine sentit un frisson d'inquiétude parcourir son échine. « Ce n'est pas une marque, monsieur Beaumont, c'est un lieu de guérison. » L'industriel balaya l'objection d'un geste impatient. Guérison, divertissement, éducation, tout peut être commercialisé avec la bonne approche. J'ai déjà des investisseurs intéressés. Les jours suivants apportèrent d'autres visiteurs aux intentions similaires. Des entrepreneurs proposant des partenariats commerciaux, des investisseurs évoquant un complexe touristique thérapeutique avec hôtels, restaurants et spectacles équestres quotidiens. « Ces gens ne comprennent rien à notre travail », s'indigna Claire lors de sa visite hebdomadaire. « Ils voient juste une opportunité de profit. » La notoriété croissante du centre attira également une attention moins bienveillante. Lors d'une réunion à la mairie du village, plusieurs propriétaires terriens influents exprimèrent leur mécontentement. « Ces enfants à problème sont une menace pour notre communauté », déclara Bernard Lefebvre, propriétaire du plus grand domaine viticole de la région. « Délinquants, perturbés, qui nous garantit qu'ils ne vont pas causer des troubles? Sans compter l'impact sur la valeur immobilière, renchérit un promoteur parisien récemment installé. Qui voudra acheter près d'un centre accueillant des cas sociaux ? » Antoine, présent à cette réunion sur invitation du maire,
Écoutez ces critiques avec un mélange de tristesse et de colère contenue. Ces mêmes notables qui l'ignoraient quelques mois plus tôt, quand il n'était qu'un gitan vagabond, se sentaient maintenant menacés par son succès. Ces enfants que vous appelez à problème sont avant tout des victimes, répondit-il calmement. Victimes de circonstances qu'ils n'ont pas choisies, tout comme les chevaux que nous recueillons. Malgré sa défense passionnée, la pression s'intensifia dans les semaines suivantes. Un inspecteur municipal apparut un matin, armé d'un épais dossier de réglementation. « Votre établissement n'est pas zoné pour une activité thérapeutique commerciale », annonça-t-il froidement. « Vous n'avez pas les autorisations nécessaires pour accueillir des mineurs sans supervision parentale directe, sans parler des normes de sécurité incendie, d'accessibilité. » Antoine, submergé par cette avalanche administrative, se sentit soudain démuni. « Je sais travailler avec les chevaux et les enfants », murmura-t-il à Madame Cloutier après le départ de l'inspecteur. « Pas avec la bureaucratie. » La situation atteignit son paroxysme un samedi de décembre. Un groupe de visiteurs, des donateurs potentiels invités par le ministère, parcourait le centre sous la conduite d'Antoine. Parmi eux se trouvait un homme d'affaires arrogant qui n'écoutait manifestement pas les consignes de sécurité. « Et ici nous gardons les chevaux récemment arrivés, encore en phase d'adaptation », expliquait Antoine devant un enclos portant clairement l'inscription « Accès restreint, animaux en quarantaine ». Tandis qu'Antoine répondait aux questions du groupe, l'homme d'affaires s'éloigna discrètement et franchit la barrière de l'enclos où se trouvait Ouragan, un étalon récemment sauvé d'un propriétaire violent, arrivé au centre 3 jours plus tôt. Le cri déchira l'air paisible du centre. Antoine se précipita pour découvrir l'homme à terre, tenant son bras ensanglanté, tandis qu'Ouragan, terrifié, galopait frénétiquement à l'autre bout de l'enclos. « Ce cheval m'a attaqué sans raison », hurlait l'homme. « Il est dangereux, il devrait être abattu. » Les conséquences furent immédiates et dévastatrices. Dès le lendemain, les journaux locaux titraient « Danger au centre de réhabilitation, visiteur attaqué par un cheval sauvage ». Des articles sensationnalistes remettaient en question la sécurité du lieu, l'expertise d'Antoine, la pertinence même d'un tel projet. Ils ne mentionnent même pas que cet imbécile a ignoré 3 panneaux d'avertissement et franchi une clôture interdite, fulminait Claire en lisant les articles. C'est tellement injuste. L'accident donna des munitions aux opposants du centre. Une pétition circula dans le village, appelant à sa fermeture ou à sa relocalisation, loin des zones habitées. L'inspecteur municipal revint, accompagné cette fois d'un représentant de la protection de l'enfance, questionnant la pertinence de mêler des enfants vulnérables à des animaux potentiellement dangereux. Antoine se retrouvait acculé de toutes parts. D'un côté, les pressions commerciales pour transformer son sanctuaire en entreprise lucrative, de l'autre, les menaces administratives et légales pouvant entraîner sa fermeture pure et simple. « Peut-être devrais-tu considérer l'offre de mon père », suggéra Claire un soir, alors qu'il discutait des options devant la cheminée de Madame Cloutier. Au moins, avec son soutien juridique et financier, le centre pourrait continuer d'exister. Antoine secoua la tête. Sous quelle forme ? Un parc d'attractions déguisé en centre thérapeutique, des chevaux exhibés comme des curiosités, ce n'est pas pour ça que nous avons commencé. Mais si tu refuses toute compromission, tu risques de tout perdre, insista-t-elle doucement. Ce soir-là, après le départ de Claire, Antoine resta longtemps dans l'écurie, incapable de trouver le sommeil. Tempête s'approcha de la porte de son box, comme sensible à son trouble. « Peut-être ai-je été arrogant », murmura Antoine en caressant l'encolure puissante de l'étalon noir. « Peut-être ai-je cru que je pouvais changer les choses, que le monde accepterait une autre façon de voir, de traiter ceux qu'il rejette. » Tempête poussa doucement son museau contre la poitrine d'Antoine, ce geste de réconfort qu'il n'offrait qu'à lui et aux enfants les plus fragiles du centre. Cette nuit-là, Antoine prit une décision impulsive. Il sella légèrement Tempête et, sous le ciel étoilé d'hiver, galopa jusqu'aux plaines sauvages de Camargue. Le froid mordant, le vent dans ses cheveux, la puissance de Tempête sous lui, tout cela lui rappelait l'essence même de leur relation, ce pourquoi ils s'étaient battus. Ils s'arrêtèrent près d'un étang où la lune se reflétait parfaitement sur l'eau calme. Au loin, Antoine distingua un troupeau de chevaux sauvages, silhouette fantomatique dans la nuit claire. « Voilà ce que tu aurais dû être », murmura-t-il à Tempête. « Libre, sans entrave,
sans histoires humaines compliquées. L'étalon secoua sa crinière, comme pour contester cette affirmation. Antoine sourit dans l'obscurité. Même après tout ce temps, il s'étonnait parfois de cette communication silencieuse entre eux, cette compréhension qui dépassait les mots. En observant les chevaux sauvages galoper librement sous la lune de Camargue, Antoine comprit soudain que sa mission n'avait jamais été d'obtenir la reconnaissance ou l'approbation. Elle consistait simplement à honorer la véritable nature de ces êtres, chevaux comme humains, qui lui avaient été confiés. Sa décision était prise. Il ne compromettrait pas l'essence de son travail pour de l'argent ou de l'acceptation sociale. Quelles qu'en soient les conséquences, il resterait fidèle à sa vision originelle. Le lendemain matin, épuisé mais l'esprit plus clair, Antoine ramena Tempête au centre. Une surprise l'attendait. Devant les portes se tenait un groupe inhabituel, des dizaines de villageois, les parents des enfants qui fréquentèrent le centre, et même certains adolescents qui avaient participé au programme des années auparavant. Tous tenaient des outils, des planches, des fournitures. « Nous sommes venus nous battre pour le centre », annonça Madame Cloutier avec fermeté, se tenant droite malgré son âge. « Parce que tu t'es battu pour nous quand personne d'autre ne l'a fait. »« Nous sommes venus nous battre pour le centre », annonça Madame Cloutier avec fermeté, « parce que tu t'es battu pour nous quand personne d'autre ne l'a fait. » Antoine descendit lentement de Tempête, incapable de masquer sa stupéfaction. Le soleil matinal illuminait cette scène improbable. Des dizaines de personnes rassemblées devant le portail, armées de marteaux, de scies, de pinceaux. Des visages connus et d'autres moins familiers, tous unis par une détermination tranquille qui brillait dans leurs regards. « Mais pourquoi ?» balbutia-t-il, son épuisement momentanément oublié. Monsieur Fournier, le boulanger, s'avança. « Nous avons entendu parler des menaces de fermeture. Le village entier en discute. » Il désigna le groupe derrière lui. « Alors nous avons décidé d'agir plutôt que de parler. » Antoine reconnut parmi la foule les parents de Louis, ceux de Sarah, la tante des jumeaux Ferrand. Plus surprenant encore, le vieux médecin du village, traditionnellement critique envers toute initiative nouvelle, se tenait là, une boîte à outils à la main. « Si les autorités veulent des normes de sécurité, » déclara ce dernier avec un sourire malicieux, « alors donnons-leur des normes de sécurité. J'ai apporté les plans réglementaires pour les installations accueillant des mineurs. » Une vague de chaleur inexplicable envahit la poitrine d'Antoine. Cette sensation étrange, presque oubliée, il la reconnut après quelques instants. C'était l'appartenance. Le sentiment de faire partie d'un tout, d'une communauté, lui qui avait passé tant d'années en marge. Ils organisèrent une grande réunion dans la grange principale, transformée pour l'occasion en salle de conseil improvisée. Des chaises dépareillées formaient un cercle où s'assit cette assemblée hétéroclite. Villageois, parents, adolescents anciennement à problème, devenus défenseurs ardents du centre. « Nous devons agir sur deux fronts », expliqua Madame Cloutier, naturellement propulsée au rôle de coordinatrice. D'abord, la régularisation légale. Ensuite, la sensibilisation du public. Le fils du notaire, jeune avocat fraîchement diplômé, se porta volontaire pour examiner les aspects juridiques. Les règlements qu'ils invoquent sont interprétables. Avec les bons documents, les bonnes classifications, nous pouvons répondre à leurs objections. Pendant que certains planchaient sur les questions administratives, d'autres proposaient des initiatives pour montrer le véritable visage du centre. Lucas et Sophia, deux adolescents transformés par leur expérience avec les chevaux, suggérèrent d'organiser des visites guidées. « Nous pourrions expliquer nous-mêmes aux gens », proposa Lucas avec une assurance qu'Antoine ne lui connaissait pas. « Qui mieux que nous peut raconter ce que cet endroit nous a apporté ?» Les jours suivants virent une transformation remarquable du centre. Tandis que l'équipe juridique improvisée s'attaquait aux formulaires et autorisations, des groupes de travail rénovaient les installations. Des rampes d'accès pour personnes à mobilité réduite apparurent. Des panneaux de signalisation clairs remplacèrent les indications artisanales. Un système d'alarme incendie fut installé. Antoine observait cette mobilisation avec un mélange d'émerveillement et d'humilité. « Je ne sais pas comment vous remercier », confia-t-il à Madame Cloutier un soir, alors que les derniers bénévoles quittèrent le centre après une journée de travail. « Ce n'est pas pour toi qu'ils le font, répondit-elle doucement. C'est pour ce que tu as créé.
un lieu de guérison dans un monde qui préfère souvent ignorer les blessés. La stratégie de sensibilisation porta rapidement ses fruits. Les adolescents organisèrent leur première visite guidée, expliquant avec une éloquence surprenante la méthodologie et leur propre transformation. Des parents témoignèrent devant des caméras locales. « Mon fils n'avait pas prononcé un mot depuis 2 ans », raconta la mère de Malik, les yeux brillants d'émotion. Aucun psychologue, aucun médecin n'avait réussi à l'atteindre. Puis il a rencontré Tempête. Les artistes locaux, naturellement attirés par l'atmosphère unique du centre, organisèrent un festival dans le champ adjacent. Musique provençale traditionnelle, exposition de peinture représentant les chevaux et les enfants, stand de cuisine régionale. L'événement attira des visiteurs de toute la région, transformant l'image du centre dans l'opinion publique. Pendant ce temps, Madame Cloutier activait un réseau insoupçonné de relations. Veuve d'un homme respecté, elle connaissait des personnes influentes dans l'administration régionale. « Henri a aidé votre fils il y a 20 ans », rappela-t-elle au téléphone à un conseiller départemental. « Aujourd'hui, j'ai besoin que vous nous aidiez. » Antoine continuait son travail avec les chevaux et les enfants, refusant de se laisser distraire par ses batailles administratives. Un matin, alors qu'il travaillait avec Étoile et un groupe d'enfants, il reçut la visite d'un homme d'affaires élégant représentant un groupe d'investisseurs suisses. « Nous avons un concept innovant », expliqua ce dernier en déployant des plans architecturaux impressionnants. « Votre méthode, notre financement. Nous pourrions construire un complexe thérapeutique de luxe. Clientèle internationale, tarif premium. » Antoine examina les dessins montrant un complexe hôtelier avec spa, restaurant gastronomique et arène pour spectacles équestres. Tout était magnifique, moderne, parfaitement conçu et totalement contraire à l'esprit du centre. « Je vous remercie pour votre intérêt », répondit-il poliment mais fermement. « Mais nous préférons rester fidèles à notre vision originelle. Un centre accessible à tous, centré sur les besoins des chevaux et des enfants, pas sur le profit. » L'homme parut sincèrement perplexe. « Mais vous pourriez aider tellement plus de personnes avec ces ressources. Étendre votre méthode internationalement. Je préfère un centre petit et fidèle à sa mission qu'un empire qui trahit ses principes, » répondit simplement Antoine. L'approche de l'audience publique décisive intensifia les préparatifs. La mairie avait programmé une session spéciale où serait déterminé l'avenir légal du centre. Antoine, nerveux à l'idée de parler en public, répétait son discours avec l'aide des enfants. « Tu parles trop compliqué », lui fit remarquer Louis avec la franchise des préadolescents. « Dis-leur simplement ce que tu nous dis à nous, que chaque être vivant mérite une seconde chance. » Le jour tant redouté arriva enfin. La salle du conseil municipal, habituellement déserte lors des réunions ordinaires, débordait de monde. D'un côté, les soutiens du centre, villageois, familles, professionnels convaincus par l'approche d'Antoine. De l'autre, ses opposants, propriétaires terriens inquiets, voisins méfiants, autorités sanitaires sceptiques. Le maire ouvrit la session, visiblement mal à l'aise face à cette affluence inhabituelle. Après les présentations formelles, Antoine fut invité à s'exprimer en premier. Il s'avança vers le pupitre, le cœur battant. Ses notes soigneusement préparées tremblaient légèrement entre ses mains. Puis son regard croisa celui de Malik, assis au premier rang. Le garçon lui adressa un hochement de tête imperceptible, ce même geste qu'Antoine utilisait pour rassurer les chevaux effrayés. Ce centre n'est pas seulement un lieu pour soigner des chevaux traumatisés, commença-t-il d'une voix qui s'affermit progressivement. Ce n'est pas simplement un espace thérapeutique. C'est un endroit où nous essayons de restaurer la dignité de ceux que la société a mis de côté. Il raconta l'histoire de Tempête, puis celle d'Étoile, de Nuage, de chaque animal sauvé. Il parla de Louis qui avait surmonté son bégaiement, des jumeaux Ferrand transformés d'enfants turbulents en assistants attentionnés, de Malik retrouvant sa voix. Ces réussites ne sont pas dues à une méthode miracle, poursuivit-il. Elles viennent simplement de notre conviction que chaque être, qu'il soit humain ou animal, mérite d'être écouté, respecté dans son rythme et ses besoins propres. Lorsqu'Antoine termina, un silence contemplatif enveloppa l'assemblée. Ce moment fut brisé par Bernard Lefebvre, le propriétaire viticole qui s'était montré le plus hostile au centre. « Tout cela est très touchant », déclara-t-il avec une condescendance à peine voilée. « Mais les sentiments ne changent pas les faits. Ce centre représente un risque pour notre communauté, des animaux dangereux,
des enfants instables. Il fut interrompu par Lucas, qui se leva brusquement. « J'étais l'un de ces enfants instables », affirma-t-il d'une voix claire. « Avant le centre, j'avais été renvoyé de 3 écoles. J'étais en colère contre le monde entier. » Il marqua une pause. « J'étais à 2 doigts d'abandonner la vie quand j'ai rencontré un cheval qui a cru en moi. » D'autres témoignages suivirent, parents reconnaissants, professionnels de santé attestant des progrès observés, même l'ancien propriétaire d'Ouragan, venu admettre publiquement sa maltraitance et son admiration pour la transformation de l'animal. L'audience semblait pencher en faveur du centre quand les portes de la salle s'ouvrirent pour laisser entrer Claire Beaumont. Élégamment vêtue d'un tailleur sobre, elle avança d'un pas assuré vers l'estrade. « Mademoiselle Beaumont », salua le maire avec surprise. « Nous ne vous attendions pas. »« Je représente officiellement Beaumont Enterprise », annonça-t-elle d'une voix claire, provoquant un murmure dans l'assistance. Antoine sentit son cœur se serrer. Claire venait-elle soutenir l'opposition à la demande de son père? « Mon père, Gustave Beaumont, m'a chargé de vous annoncer une décision importante, » poursuivit-elle. Beaumont Enterprise va établir une fondation pour soutenir financièrement le centre de réhabilitation équine Antoine Lemaire, tout en garantissant son indépendance méthodologique. La stupéfaction se peignit sur tous les visages, celui d'Antoine en premier. Claire continua, imperturbable. Cette fondation couvrira les frais de mise aux normes exigées et établira un fonds de dotation pour assurer la pérennité du centre. « Et où se trouve M. Beaumont ?» demanda le maire, visiblement déconcerté par ce retournement inattendu. Claire sourit légèrement. « Mon père ne peut être présent aujourd'hui car il participe à sa première session avec un cheval traumatisé, suivant les techniques d'Antoine. » Elle sortit discrètement son téléphone et montra une photo à Antoine avant de la faire circuler parmi les conseillers municipaux. L'image montrait Gustave Beaumont, l'industriel toujours impeccable, assis silencieusement dans un enclos, à côté d'un vieux cheval à l'air méfiant. L'arrogance habituelle de l'homme avait disparu, remplacée par une expression de concentration humble. L'audience se termina par un vote unanime en faveur de la régularisation du centre, désormais soutenu juridiquement et financièrement. Tandis que la foule célébrait cette victoire inattendue, Antoine sentit son téléphone vibrer dans sa poche. Un message s'afficha sur l'écran, de Gustave Beaumont lui-même. Antoine s'éloigna légèrement pour lire ce message, s'attendant à des félicitations formelles ou à des instructions commerciales. Ce qu'il découvrit était tout autre, une simple confession révélant une profonde transformation personnelle. Aujourd'hui, un cheval m'a appris davantage sur le véritable pouvoir en 1 heure de silence que tout ce que j'ai appris en 40 ans à commander des hommes. Le message de Gustave Beaumont brillait encore sur l'écran du téléphone d'Antoine, ces mots simples mais profonds résonnant bien au-delà de leur apparente banalité. Aujourd'hui, un cheval m'a appris davantage sur le véritable pouvoir en 1 heure de silence que tout ce que j'ai appris en 40 ans à commander des hommes. Antoine relut ces mots plusieurs fois, cherchant à comprendre la transformation qui semblait s'être opérée chez cet homme qu'il avait considéré comme son adversaire. 1 année s'était écoulée depuis cette audience décisive à la mairie. Le printemps embaumait à nouveau les plaines de Camargue, mais le centre de réhabilitation équine Antoine Lemaire ne ressemblait plus tout à fait à l'humble refuge improvisé des débuts. Sans être devenu le complexe touristique que certains investisseurs avaient imaginé, il s'était développé harmonieusement, fidèle à sa vocation première, tout en gagnant en structure et en reconnaissance. De nouveaux bâtiments aux lignes sobres s'intégraient parfaitement au paysage, des écuries spacieuses conçues selon les principes d'Antoine, privilégiant les espaces ouverts et la liberté de mouvement, un petit centre médical équipé pour les soins vétérinaires de base et un modeste amphithéâtre en plein air où se tenaient désormais régulièrement des ateliers et des formations. La méthode Lemaire défie les paradigmes traditionnels, expliquait un professeur de l'école vétérinaire de Lyon à ses étudiants venus observer le travail du centre. Ce que vous voyez ici n'est pas du dressage, mais une approche relationnelle qui respecte l'intégrité psychologique de l'animal traumatisé. Antoine observait ce groupe depuis la colline qui surplombait le centre. Il souriait en voyant les étudiants prendre frénétiquement des notes. Mais son attention fut bientôt captée par l'arrivée d'une camionnette dont émergea un homme tenant en longe un cheval émacié aux yeux hagards. Un nouveau cas.
murmura-t-il à Tempête, qui paissait tranquillement à ses côtés, libre de toute entrave comme toujours. L'étalon noir, désormais dans la plénitude de sa maturité, releva la tête avec intérêt, comme s'il comprenait parfaitement les implications de cette arrivée. Le rituel d'accueil d'un nouveau pensionnaire n'avait pas changé malgré l'évolution du centre. Antoine descendit calmement la colline et s'approcha sans précipitation. Le cheval nouvellement arrivé, un hongre alezan d'une dizaine d'années, tremblait de tous ses membres, son corps couvert de cicatrices récentes, témoignant d'une maltraitance systématique. Il s'appelle Éclair, expliqua l'homme qui l'avait amené, un garde forestier du parc naturel régional. Saisi lors d'une intervention chez un particulier qui organisait des combats clandestins entre chevaux. Antoine hocha gravement la tête. Il s'accroupit à quelques mètres de l'animal terrifié, sans le regarder directement, sans tenter la moindre approche. Cette immobilité, ce refus de l'action immédiate que beaucoup ne comprenaient pas, constituait le cœur même de sa méthode. Non pas l'indifférence, mais la patience absolue, le respect du temps nécessaire. « Installe-le dans l'enclos d'accueil », dit-il doucement à Clara, l'une des assistantes formées à sa méthode. Aucun contact direct aujourd'hui, juste de l'eau fraîche et du foin à disposition. Ce qui étonnait toujours les observateurs extérieurs, c'était le contraste entre cette retenue initiale et la transformation progressive qui s'opérait dans les jours et semaines suivantes. Les chevaux les plus traumatisés, ceux que les experts traditionnels auraient jugés irrécupérables, s'ouvraient lentement sous l'influence de cette approche non intrusive. La journée se poursuivait avec ses activités habituelles lorsqu'une limousine familière apparut dans l'allée principale. Gustave Beaumont en descendit, méconnaissable pour qui l'avait connu un an plus tôt. L'industriel portait désormais des vêtements simples, pratiques, bien loin des costumes impeccables qui constituaient autrefois son uniforme quotidien. « Antoine » salua-t-il avec une chaleur authentique qui surprenait encore le jeune homme. « Je venais voir comment se porte Sagesse. » Sagesse était le vieux cheval avec lequel Beaumont avait commencé son propre cheminement, celui-là même qui apparaissait sur la photo montrée par Claire lors de l'audience décisive. L'industriel passait désormais plusieurs heures par semaine au centre, suivant rigoureusement les principes établis par Antoine, développant avec l'animal âgé une relation qui semblait avoir profondément modifié sa vision du monde. « Il vous attend », répondit Antoine avec un sourire. « Il reconnaît le son de votre voiture maintenant. » Beaumont, qui autrefois aurait balayé d'un geste méprisant toute suggestion qu'un animal puisse le reconnaître ou l'attendre, hocha la tête avec sérieux. « Les chevaux perçoivent bien plus que nous ne le croyons. » Cette transformation de Beaumont n'était pas superficielle. L'homme avait effectivement créé la fondation promise, mais son implication allait désormais bien au-delà du financement. Il utilisait son influence considérable pour faire évoluer la législation sur le bien-être animal, organisant des colloques où intervenait un vétérinaire progressiste et défenseur des droits animaux. « Mon père ne parle plus que de ça aux dîners familiaux », confiait Claire à Antoine lors de ses visites. La jeune femme poursuivait maintenant des études vétérinaires à Marseille, partageant son temps entre ses cours et le bénévolat au centre. Mère trouve cela légèrement embarrassant. Elle préférait quand il parlait chiffre d'affaires et acquisition. Le succès du centre avait naturellement engendré des demandes d'expansion. Des délégations venaient régulièrement de toute l'Europe pour étudier la méthode Lemaire et la répliquer ailleurs. Antoine accueillait ces initiatives avec bienveillance, mais refusait catégoriquement toute franchise ou expansion directe. « Ce qui fonctionne ici, » expliquait-il aux investisseurs déçus, « c'est l'attention individualisée, la connaissance profonde de chaque animal et de chaque enfant. Je préfère rester petit et efficace, plutôt que de grandir au prix de cette connexion essentielle. » Cette philosophie se reflétait dans chaque aspect du centre. Les groupes d'enfants et d'adolescents accueillis restaient volontairement restreints. Chaque jeune bénéficiait d'un suivi personnalisé, d'une approche tenant compte de son histoire particulière, de ses traumatismes spécifiques. Un après-midi d'automne, une cérémonie inhabituelle se tint dans l'amphithéâtre naturel du centre. Antoine, visiblement mal à l'aise dans un costume emprunté trop grand pour lui, recevait le prix national d'innovation sociale des mains d'un représentant du ministère. « Ce prix, déclara-t-il dans un discours bref mais émouvant,
appartient aux chevaux qui ont été nos plus grands professeurs et aux enfants courageux qui ont appris à faire confiance à nouveau. Dans l'assistance, des visages familiers témoignaient du chemin parcouru. Louis, désormais adolescent assuré dont le bégaiement avait presque totalement disparu. Malik, souriant et intégré, traduisant occasionnellement pour d'autres enfants réfugiés accueillis au centre. Les jumeaux Ferrand, devenus des assistants précieux, guidant les nouveaux venus avec une patience qu'on leur aurait cru impossible quelques années plus tôt. Tempête observait cette scène à distance, comme toujours méfiant des foules, mais son regard ne quittait pas Antoine. L'étalon noir, jadis considéré comme un démon incontrôlable, jouait désormais un rôle crucial dans le centre, celui de mentor pour les chevaux nouvellement arrivés. Par un phénomène que les éthologues venaient étudier régulièrement, il semblait capable d'apaiser les animaux les plus terrifiés, établissant une communication silencieuse qui facilitait leur intégration. La renommée grandissante d'Antoine lui valut une invitation surprenante. L'école locale, celle-là même où il avait brièvement étudié avant que le regard des autres ne l'enchasse, le conviait à présenter son travail aux élèves. Se tenir devant cette classe, dans ce bâtiment où il avait connu l'exclusion et la solitude, constituait une épreuve émotionnelle intense. « J'étais comme certains des chevaux que nous accueillons », expliqua-t-il aux enfants attentifs. « Toujours sur mes gardes, méfiant, prêt à fuir ou à me défendre. Parfois, ce que nous appelons problème de comportement n'est qu'une réaction normale à un monde qui nous semble hostile. » Cette même semaine, le centre fut témoin d'une scène particulièrement émouvante. Un jeune homme de 19 ans, participant au programme depuis 3 ans, accueillait ses parents qu'il avait quittés dans la colère et l'incompréhension. Sous le regard bienveillant d'Antoine, cette famille brisée tentait une réconciliation, facilitée par la présence apaisante des chevaux qui semblaient créer un espace neutre où les mots difficiles pouvaient enfin être prononcés. Un soir d'été particulièrement doux, alors que le centre s'endormait progressivement, Antoine grimpa sur la colline qu'il avait accueillie lors de ses moments de doute. Tempête le suivit naturellement, comme il le faisait toujours. Ensemble, homme et cheval contemplèrent leur création commune, ce havre de paix où des âmes brisées réapprenaient à vivre. Madame Cloutier, qui malgré son âge avançant supervisait toujours le fonctionnement quotidien du centre avec une énergie remarquable, vint les rejoindre, s'appuyant sur sa canne. « Tu observes ton royaume, jeune homme » plaisanta-t-elle doucement. Antoine sourit, secouant la tête. « J'observe tous ces miracles quotidiens auxquels nous avons le privilège d'assister. Chaque petite victoire, chaque moment de connexion. » La vieille femme l'observa un moment, ses yeux plissés brillants de sagesse. « Et qu'as-tu appris, après tout ce temps ?» Antoine caressa doucement l'encolure de Tempête, réfléchissant à cette question apparemment simple mais si profonde. Le soleil couchant baignait les plaines de Camargue d'une lumière dorée, transformant les silhouettes des chevaux en liberté en créatures presque mythiques. Que parfois, ceux que le monde rejette comme problématiques ou sauvages sont simplement des âmes qui attendent que quelqu'un les écoute, répondit-il finalement. Et que la vraie liberté ne signifie pas vivre sans connexion. Elle signifie trouver des connexions qui respectent qui nous sommes vraiment. Cette nuit-là, après que tous se furent retirés, Antoine sella légèrement Tempête. Sans mort, sans éperon, seulement avec un murmure, il conduisit le cheval hors des écuries. Ensemble, ils galopèrent dans les plaines sauvages de Camargue sous le clair de lune argentée, le garçon gitan que personne ne voulait, et le cheval sauvage que personne ne pouvait dompter, se déplaçant comme une seule créature. Et dans les plaines dorées de Camargue, où les chevaux sauvages galopent depuis des siècles, on murmurait que si l'on prêtait attention au coucher du soleil, on pouvait voir l'homme et le cheval rappelant à tous que la véritable connexion ne vient pas de la domination, mais du respect mutuel entre êtres libres.